Un milliardaire sauve une femme de ménage enceinte et sans abri, ainsi que sa fille, alors qu'elle dormait à un arrêt de bus. C'était son ami d'enfance. « Attrape-la » cria quelqu'un alors qu'un bus de la ville dérapait sur la neige fondue, éclaboussant l'abri d'un jet de glace. Les yeux d'Imani s'ouvrirent brusquement. Zara glissa de ses genoux, ses petites bottes raclant le banc gelé, ses bras battant l'air en direction du trottoir. Un homme en manteau sombre bondit le premier. Il attrapa la fillette au bord de la chaussée, lui tourna le dos pour la protéger du danger et la serra contre lui, tandis que le bus s'immobilisait dans un crissement de frein, à quelques centimètres à peine. Les freins sifflèrent, la foule retint son souffle, des téléphones se levèrent pour filmer, puis se baissèrent lorsque le danger fut écarté. Imani se leva en titubant, une main sur son ventre de 8 mois, l'autre tendue vers son enfant. L'homme posa doucement Zara dans ses bras. Ses yeux étaient calmes et chaleureux dans la tempête. « Ça va, princesse » demanda-t-il, sa respiration se condensant dans l'air froid. Zara se blottit contre l'uniforme de femme de ménage de sa mère, grelottante. La foule se dispersa. Le froid, lui, resta. 1 heure plus tôt. Couloir d'hôtel, néon blafard. La voix de Madame Langford, aussi dure que le carrelage. La bague d'un client a disparu. Donnez-moi la clé de votre casier. Les mains d'Imani tremblaient pendant que la sécurité fouillait dans une caisse de tenue pliée. Rien. Cela ne changea rien, le papier de licenciement sortit tout de même de l'imprimante. Feuille rose, lettre noire. Dehors, la neige commençait à tomber. Imani appela Terence. 3 sonneries. Puis un message. Je ne peux plus faire ça. Ne m'appelle plus. Elle resta à fixer les lettres jusqu'à ce qu'elles se brouillent. Elle tenta 3 refuges. Nous sommes complets ce soir. Alors elle alla jusqu'à l'arrêt de bus avec Zara, enveloppa l'enfant dans son gilet et lui raconta une dernière histoire pour l'empêcher de s'endormir. Le bus ne vint jamais. Elle ferma les yeux 1 minute. Maintenant, l'homme retirait son manteau et le posait sur la mère et l'enfant avant qu'elle n'ait le temps de protester. La chaleur et l'odeur de laine au cèdre engloutirent leurs frissons. On va bouger, murmura Imani, la fierté se mêlant à l'épuisement. On ne causera pas d'ennui. L'ennui, répondit-il doucement, c'est de laisser une mère et son enfant dans ce froid. Il s'accroupit à la hauteur de Zara et tapa sur le banc un petit rythme de 4 notes. Il le fredonna doucement. L'air réveilla quelque chose d'ancien dans la poitrine d'Imani, comme un cadre photo qu'on retournerait après des années. Zara inspira profondément. Il recommença à fredonner, et les petites épaules se détendirent. « Je m'appelle Marcus » dit-il en se redressant. « Je peux vous emmener quelque part au chaud ?» Les doigts d'Imani se crispèrent sur le sac où dépassait le papier rose. « J'ai été renvoyé aujourd'hui. On m'a accusé de vol. Je ne l'ai pas fait. » Elle avala difficilement. « Et mon fiancé est parti cet après-midi. Le refuge m'a refusé. Je voulais juste attendre le matin ici. » Marcus balaya la rue du regard. Pas de taxi, pas de porte ouverte, juste le bus qui s'éloignait et la neige qui tombait de plus en plus fort. Il regarda son ventre. De combien? 8 mois. Alors ce banc n'est pas une option, dit-il doucement. J'ai une maison d'amis à 10 minutes d'ici. Chauffage, nourriture, serrure. Juste pour cette nuit. Pas d'engagement. Je ne peux pas payer. Je ne vous ai rien demandé. Un silence. S'il vous plaît. Elle regarda les doigts bleuis de Zara dans ses petites moufles rouges, l'inconnu qui avait sauvé sa fille sans réfléchir, la neige qui s'accumulait sur ses chaussures usées. Sa fierté vacilla. L'instinct maternel l'emporta. Juste pour cette nuit, dit-elle. Pour mon bébé et pour Zara. Juste pour cette nuit, promit-il, sachant déjà que cela signifiait plus. Il ramassa son sac. Le papier de licenciement glissa. Il le remit doucement, comme s'il refusait de laisser ce mot la définir. Il lui tendit la main. Elle hésita, puis la prit. Une contraction tira son ventre. Elle respira lentement, mâchoire serrée. Il attendit, silencieux, jusqu'à ce que la douleur passe. Ils marchèrent jusqu'à un SUV noir garé au bord du trottoir. L'air chaud les enveloppa lorsqu'il ouvrit la portière. Marcus attacha Ara avec des gestes précis, comme s'il l'avait fait 1000 fois. Imani s'installa à côté d'elle, toujours couverte du manteau. En rejoignant le siège conducteur,
Marcus croisa son regard dans la vitre. Concentré, bienveillant, impénétrable. Les 4 notes fredonnées résonnaient encore dans sa tête, dépoussiérant un souvenir qu'elle n'arrivait pas à saisir. La portière se referma. La neige murmurait contre les vitres. Peachtree Road se fondait dans le blanc alors que le SUV s'éloignait de l'arrêt de bus, les emportant vers la chaleur, la lumière, et la nuit qui allait tout changer. La neige effaçait les lumières de la ville pendant que Marcus guidait le véhicule dans les rues silencieuses d'Atlanta. Imani restait droite à côté de lui. Zara dormait contre son épaule, sa respiration embuant la vitre. Le silence n'était pas gênant, juste lourd, comme si tous deux avaient peur de respirer trop fort et de briser ce fragile instant. Après 10 minutes, Marcus parla. « Vous avez faim » Imani hésita. « On va bien. »« Zara » demanda-t-il à voix douce. « Chocolat chaud » Il sourit. « Chocolat chaud, alors. » Ils s'arrêtèrent dans un petit dîner ouvert toute la nuit, coincé entre une laverie et un néon rose de sex-shop. L'air à l'intérieur sentait le sirop et le salut. La chaleur les enveloppa. Imani tirait sur ses manches, comme si son uniforme de femme de ménage était une honte à cacher. Marcus fit signe à la serveuse et commanda 3 chocolats chauds et une soupe. La vapeur monta des tasses, embuant les cils de Zara pendant qu'elle prenait une gorgée prudente. « Ça goûte Noël » chuchota-t-elle. Imani esquissa un mince sourire. Marcus remarqua qu'elle jetait sans cesse des regards vers la porte, prête à fuir. « Vous êtes en sécurité ici » dit-il calmement. « Prenez votre temps. » Elle le regarda, fatiguée mais reconnaissante. « Quelle journée » soupira-t-elle. « Ma patronne a dit que j'avais volé la bague d'un client. Je le jure, ce n'est pas vrai. » Elle n'a même pas voulu écouter. Elle a juste imprimé ce papier rose, comme si elle n'attendait que ça. Marcus fronça les sourcils. « Vous travaillez au Bucket Grand, non ?» Elle cligna des yeux. « Comment vous savez ?»« Le logo sur votre badge, » répondit-il doucement. « J'y ai organisé des événements. Leur direction est froide comme la glace. » Imani laissa échapper un petit rire, un rire qui n'en était pas vraiment un. « Je suppose que j'ai été facile à écarter. Une femme de ménage enceinte, ça ne fait pas bonne image pour les affaires. » Zara chercha la main de sa mère. Marcus observa le geste, les petits doigts, la force qui s'en dégageait, et sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Il fit signe discrètement à la serveuse et régla la note pour tout le service de nuit. Il raconterait sûrement l'histoire d'un milliardaire en costume payant des pancakes. Il pensa qu'il s'en fichait. Imani remarqua la liasse de billets qu'il avait glissée sous la tasse de café. « Vous n'aviez pas à faire ça. »« Je sais, » répondit-il simplement. Dehors, la neige se transformait en brume. Marcus regarda le visage endormi de Zara, puis revint vers Imani. « Où comptiez-vous aller ce soir ?»« Nulle part, » dit-elle. « J'ai appelé les refuges, ils sont pleins. Je pensais attendre le jour. »« Pas ce soir, » répondit-il. « Venez avec moi. J'ai de la place. Une maison d'amis derrière la mienne. Privée, sûr. » La tête d'Imani se redressa brusquement. « Votre maison ? » « Elle est séparée, » précisa-t-il vite. « Vous auriez votre propre espace, juste pour la nuit, le temps de trouver mieux. » Elle le scruta. Ses yeux, son ton, ce calme tranquille qui ne ressemblait pas à de la pitié. « Pourquoi faites-vous ça ?» Marcus inspira lentement. « Parce que je peux. Et parce que j'ai vu trop de gens passer devant des situations où ils auraient dû s'arrêter. » Un silence suivit. Puis Zara bâilla. Les épaules d'Imani se détendirent. « D'accord, » murmura-t-elle. « Juste pour ce soir. » Ils sortirent dans l'air glacé. Marcus ouvrit la portière. Zara s'installa sur son siège d'appoint, à moitié endormie, serrant son gobelet de chocolat chaud. Imani la regarda respirer, puis leva les yeux vers le dîner illuminé derrière eux. Pendant que Marcus conduisait, elle traça un cercle sur la vitre embuée et chuchota. « Merci. » Il entendit, mais ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, le regard fixé sur la route, les essuie-glaces battant au rythme d'un cœur. 10 minutes plus tard, le SUV passa un portail en fer forgé pour s'engager dans une allée paisible de Buckhead. Le bruit de la ville s'éteignit derrière les pins et les lumières tamisées. Devant eux, la maison d'amis brillait d'une lueur dorée et accueillante, îlot de chaleur au milieu du froid.
Imani posa une main sur son ventre, le bébé donnait des coups, comme s'il sentait que quelque chose changeait. Zara remua à côté d'elle. « Maman, où on est ?»« Dans un endroit sûr, » murmura Imani. « Au moins pour cette nuit. » Marcus se gara, descendit dans la neige et ouvrit la portière. « Bienvenue chez vous, pour l'instant, » dit-il. Imani cligna des yeux pour retenir ses larmes. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle marcha vers une porte qui s'ouvrait, au lieu d'une qui se refermait derrière elle. À l'intérieur, la maison d'Ami était tout le contraire de la nuit dehors. Claire, ordonnée et chaleureuse. Un radiateur ronronnait doucement dans un coin. Le salon, aux murs crème, offrait de moelleux canapés et un vase de fleurs fraîches probablement placé là plus tôt par Bryce. Imani resta figé sur le seuil. « Vous gardez ça pour vos invités ?»« La plupart du temps pour la famille ou des partenaires de travail en déplacement, » répondit Marcus. « Ce soir, c'est à vous. » Zara courut vers le canapé, riant pendant que ses bottes s'enfonçaient dans le tapis. « C'est trop doux !» s'exclama-t-elle en rebondissant. Imani la retint doucement. « Désolée, elle n'a pas l'habitude de... »« C'est bon » coupa Marcus avec bienveillance. « Laissez-la être une enfant. » Il alla vérifier le réfrigérateur. Bryce a fait le plein plus tôt, lait, fruits, un peu de soupe. Si vous avez besoin d'autre chose, envoyez-moi un message. Mon numéro est sur cette carte. Imani baissa les yeux, sur la table, une couverture pliée et une carte de visite. Marcus Bennett, PDG Bennett Lab. Le nom fit naître un écho lointain. Elle l'avait déjà entendu, peut-être dans les journaux. Mais elle ne comprenait pas pourquoi un homme comme lui s'était arrêté pour une femme comme elle. « Pourquoi nous avez-vous vraiment aidé ?» demanda-t-elle doucement. Marcus se retourna, les mains dans les poches. « Parce que j'ai connu des nuits où personne ne l'a fait. » La réponse était simple, mais le regard qu'il portait contenait quelque chose de plus lourd. De la solitude, peut-être de la culpabilité. Imani ne posa pas d'autres questions. « Reposez-vous, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Mon chauffeur vous apportera des vêtements propres demain matin. »« Attendez, merci. Vraiment. » Il hocha la tête. « Bonne nuit, Imani. » Quand la porte se referma, le silence tomba sur la maison d'Ami. Zara dormait déjà sur le canapé, emmitouflée sous la couverture. Imani alla jusqu'à la salle de bain, alluma la lumière et contempla son reflet. Cheveux en bataille, yeux gonflés, uniforme taché de sel et de sueur. Elle ne s'était pas vue sous une lumière claire depuis des semaines. Elle posa une main sur son ventre. « On a survécu à aujourd'hui » murmura-t-elle à son bébé. « C'est déjà assez. » De retour dans le salon, elle borda Hara et s'effondra dans le fauteuil. Par la fenêtre, elle vit Marcus traverser l'allée, les épaules droites malgré le froid. Il s'arrêta à mi-chemin, se retourna un instant vers la maison d'Ami, puis continua vers la maison principale. Elle ne savait pas pourquoi ce simple geste lui serra le cœur. Dans sa chambre, Marcus versa un verre d'eau et s'assit sur le bord du lit. Il essaya de lire les messages du groupe du conseil d'administration, mais les mots se brouillaient. Tout ce qu'il voyait, c'était cet arrêt de bus, le papier rose, la confiance immédiate de Zara, et cette mélodie, les 4 notes qui tournaient en boucle dans sa tête. Il ouvrit un tiroir et en sortit une petite boîte à chaussures. À l'intérieur, des photos d'enfance, 2 enfants souriant sur un porche poussiéreux du West End, tenant des esquimaux fondus. L'un avait une cicatrice sur l'avant-bras. L'autre portait une tresse nouée d'un ruban bleu. Marcus suivit du doigt le ruban sur la photo. Son cœur s'emballa. « Impossible » murmura-t-il. Le monde était trop grand pour de tels miracles. Et pourtant, il ne pouvait se défaire de ce sentiment. Il avait déjà entendu le nom d'Imani, bien avant cette nuit. Au matin, une douce lumière filtrait à travers les rideaux. Les oiseaux chantaient quelque part derrière le magnolia, et une légère odeur de café montait depuis la maison principale. Imani s'éveilla sur le canapé, d'abord confuse, puis rassurée en voyant Hara endormie à côté d'elle, enveloppée dans des draps propres qui sentaient la paix. Le réveil affichait 7h12. Pour la première fois depuis des mois, elle avait dormi d'une traite. On frappa doucement à la porte. « Entrez » dit-elle, serrant la couverture autour d'elle. Bryce entra, jeune, costume impeccable, sourire chaleureux. « Marcus m'a demandé de venir voir si tout allait bien. »
J'ai apporté le petit déjeuner. Il posa 2 sacs en papier d'une boulangerie voisine. Croissants chauds, salade de fruits, et quelque chose qui sentait la cannelle. Imani se leva aussitôt. Vous n'aviez pas besoin de faire ça. Techniquement, si, répondit Bryce en haussant les épaules. Le patron n'aime pas qu'on commence la journée le ventre vide. Zara se réveilla à l'odeur, les cheveux en bataille, les yeux pétillants. C'est des donuts. Bryce rit. Presque. Ils mangèrent ensemble, une conversation légère effaçant peu à peu la tension. Imani se surprit à sourire pour la première fois depuis des semaines. Après le petit déjeuner, Bryce proposa de la conduire à une clinique gratuite du centre-ville pour un contrôle prénatal. Marcus a libéré mon emploi du temps, dit-il. Vous devriez faire un test de stress. Trop de fatigue, ces temps-ci. À la clinique, l'infirmière confirma ce qu'Imani craignait mais savait déjà. Le bébé va bien, mais vous devez vous reposer. Votre tension est trop haute. Imani poussa un soupir mêlé de soulagement et de culpabilité. Se reposer sonnait comme un luxe. Bryce l'attendait dans le couloir, le nez dans son téléphone. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui. Je vais bien » répondit-elle en caressant son ventre. « Il faut juste que je ralentisse un peu. »« Vous êtes au bon endroit pour ça, » dit-il. Marcus ne fait jamais les choses à moitié. S'il dit que vous êtes en sécurité, c'est que vous l'êtes. Cette phrase la fit encore se demander pourquoi cet homme l'aidait-il. Qu'est-ce qu'il lui devait? De retour à la maison d'amis, Marcus était dehors, manches retroussées, taillant une haie lui-même. Je ne vous voyais pas du genre jardinier, plaisanta Bryce. J'avais besoin de me vider la tête, répondit Marcus. Puis, se tournant vers Imani. Comment va le bébé? Fort, dit-elle. Il donne des coups comme s'il était déjà chez lui. Son sourire fut petit, mais sincère. Parfait. C'est ce qu'on veut. Plus tard dans l'après-midi, Bryce conduisit Imani au Bucket Grand Hotel. Elle voulait affronter sa responsable et récupérer au moins son dernier salaire. Dans le hall étincelant, elle sentit à nouveau ce poids familier sur ses épaules. Madame Langford se tenait derrière le comptoir, parfumée et manucurée. « Je suis venu chercher mon salaire, » dit Imani calmement. « Et mes affaires. » Les yeux de Madame Langford se plissèrent. « Nous ne devons rien au personnel licencié tant que l'enquête n'est pas close. » Quelle enquête? Je n'ai rien fait de mal. Les clients perdent des bijoux tous les jours, dit Madame Langford en feignant l'ennui. Et les gens de votre position oublient parfois leur place. Bryce, qui était resté en retrait près des ascenseurs, s'avança, la voix calme mais ferme. Madame, je suis Bryce Hamilton, de Bennett Lab. J'enregistre cette conversation. Vous refusez de verser son salaire sans preuve de vol. Le masque de Langford se fissura. Vous n'en avez pas le droit. En réalité, si, répondit-il en levant son téléphone. Et les ressources humaines aussi. J'enverrai cet enregistrement à votre directeur général. Imani ne bougea pas, ne parla pas. Elle observa simplement la couleur quitter le visage de la femme. Bryce la guida vers la sortie. Vous recevrez votre paie d'ici lundi, dit-il. Imani hocha la tête, encore tremblante. Je n'aime pas les ennuis. Parfois, se défendre n'est pas un ennui, répondit Bryce. C'est une correction. Ce soir-là, Marcus passa à la maison d'hôte. Un coup frappé, discret, avant d'entrer. Zara dessinait sur le sol avec les crayons que Bryce avait apportés plus tôt. Alors, comment ça s'est passé? Demanda Marcus. Brouillon, admit Imani. Mais réglé? Un léger sourire étira ses lèvres. Bien. J'ai eu une idée. Si tu es d'accord, j'aurai besoin d'aide pour organiser mes archives de bibliothèque. C'est un travail tranquille, payé à la semaine, et tu resteras près d'ici si le bébé arrive plus tôt. La fierté d'Imani se hérissa, mais son ton n'avait rien de condescendant, c'était du respect. Elle redressa le menton. D'accord. Je le gagnerai. C'est tout ce que je voulais entendre, dit-il en hochant la tête. Le dîner est dans la cuisine principale, si tu as faim. Lorsqu'il sortit, Hara leva les yeux de ses dessins. Maman, c'est un prince? Imani sourit, fatiguée. Non, ma chérie. Juste un homme qui se souvient encore comment être bon. Et quand elle borda Hara ce soir-là,
Son cœur se calma pour la première fois depuis des mois, quelque part entre la gratitude et ce mince, dangereux espoir que peut-être, la gentillesse n'était pas la fin de l'histoire, mais le début. Le soir suivant arriva doucement, doré, à travers les fenêtres de la maison d'hôte. L'odeur de la pluie glissait depuis le jardin, mêlée au rire léger de Zara. Imani avait passé la journée à classer les archives de la vaste bibliothèque de Marcus, des premières éditions, de vieux journaux d'ingénierie, des photos de cérémonies de prix qu'elle ne comprenait pas vraiment. Elle termina au coucher du soleil, fatiguée mais fière. Sur la cuisinière, un pot de feuilles de chou frémissait doucement. Un plateau de poulet rôti reposait à côté, sa peau parfaitement dorée. L'odeur emplissait la pièce comme un souvenir, chaude, honnête, familière. Un jour, tu apprendras à cuisiner comme ça, dit-elle à Zara. Je cuisinerai pour maman, répondit Zara, tirant sa manche. Et pour le bébé aussi. C'est ma fille, dit Imani avec un sourire. Dehors, des pas approchaient. Elle jeta un œil par la fenêtre, Marcus remontait l'allée, manches retroussées. Pas de costume ce soir, juste un homme qui rentre chez lui. Il hésita avant de frapper, presque timide, puis tapa doucement. Entrez, dit Imani. Marcus entra, clignant des yeux à cause de l'odeur. Ça sent incroyablement bon. Le dîner, répondit-elle simplement. Vous nous avez aidés, je voulais vous remercier. Son regard s'adoucit. Tu n'avais pas à le faire. Je sais, dit-elle en souriant. Mais je voulais. Son regard glissa vers la table, où 3 assiettes étaient déjà posées, une petite, 2 grandes. On dirait qu'on m'attend. C'est exact. Ils mangèrent ensemble, dans une atmosphère à la fois paisible et étrange. Marcus écouta Ara raconter ses histoires sans fin des royaumes imaginaires, de son petit frère qui donnait trop de coups de pied. Il se surprit à rire, un vrai rire, libre, qu'il n'avait plus entendu sortir de sa bouche depuis des années. Tu es doué avec elle, dit doucement Imani lorsque Zara partit chercher ses crayons. Sans doute l'habitude avec mes neveux, répondit-il en s'essuyant les mains. Mais elle est différente. Trop perspicace pour son âge, soupira Imani. Parfois j'oublie qu'elle n'a que 4 ans. Marcus s'appuya contre le dossier, l'observant dans la lumière chaude. Tu as tout fait seul, en la levant. J'ai eu de l'aide, un temps, dit-elle. Mais les gens disparaissent quand tu ne leur es plus utile. Terence devait être différent. Mais il voulait juste une famille parfaite, jusqu'à ce que les choses deviennent dures. Elle baissa les yeux vers son assiette. Il est parti quand j'avais le plus besoin de lui. Marcus ne répondit pas tout de suite. Puis il murmura. Certains hommes ne savent pas quoi faire de la vraie force. Leurs regards se croisèrent. Un instant suspendu. Puis la voix de Zara brisa le charme. Monsieur Marcus, je peux te montrer quelque chose? Elle l'entraîna vers un petit piano droit découvert plus tôt. Joue, ordonna-t-elle. Marcus rit. Ça fait des années. S'il te plaît, dit-elle. Il s'assit, pressa quelques touches hésitantes. Le son, un peu faux, emplit la pièce comme un vieux rayon de soleil. Imani se tenait derrière Zara, souriant, puis se mit à fredonner doucement 4 notes. La même mélodie qu'au arrêt de bus. Marcus se figea. Cet air, murmura-t-il. Où as-tu appris ça? Imani fronça les sourcils, réalisant ce qu'elle faisait. Oh, juste un truc de quand j'étais petite. Je ne me souviens même plus d'où ça vient. Il sourit, un peu perdu. C'est drôle. Je connaissais une fille qui chantait ça quand on était enfant. Elle avait une voix comme la pluie d'été. Le cœur d'Imani fit un bond. Vraiment? Oui, dit-il, songeur. Elle s'appelait. Son téléphone vibra. Il soupira en voyant le nom. Imani se détourna poliment pendant qu'il répondait à voix basse. Oui, je suis rentré. Non, juste un dîner avec des amis. Quand il raccrocha, l'ambiance avait changé, plus silencieuse, plus lourde. Je devrais y aller, dit-il finalement. Merci pour le dîner. Vraiment? Bien sûr. Il hésita à la porte. Tu sais, dit-il doucement, pour la première fois depuis longtemps, cette maison semble vraiment vivre. Quand la porte se referma, Imani resta debout dans le silence, une main sur le cœur, l'autre sur son ventre. Maman, murmura Ara, à moitié endormie sur le canapé, il va habiter ici pour toujours? Imani sourit faiblement. Non, ma chérie, il ne fait que passer. Mais au fond d'elle, une voix murmurait que peut-être,
le destin n'en avait pas encore fini avec eux. Le lendemain après-midi était clair et lumineux, Atlanta brillant sous un ciel lavé par la pluie de la veille. Marcus avait promis d'emmener Imani visiter quelques appartements dans le sud de la ville. Il l'avait dit d'un ton détaché, mais sa voix portait cette même assurance tranquille qui donnait envie d'y croire. Zara fut la première prête, sautillant dans ses petites bottes près du SUV. « On va voir de nouvelles maisons », annonça-t-elle. « Juste des appartements », corrigea doucement Imani, mais le sourire lui vint malgré elle. Elle s'installa prudemment à l'avant, son ventre comprimé par la ceinture de sécurité. Marcus mit le moteur. « Ça va ? » « Je vais bien, » répondit-elle. « Mieux que bien. » La ville défilait en couleurs, vendeurs de rue, fresques murales, feux se reflétant sur l'asphalte humide. Cela faisait des semaines qu'Imani n'avait pas vu Atlanta autrement que depuis les trottoirs et les abris. Pour la première fois, la ville lui semblait vivante. À mi-chemin, Marcus ralentit à un feu. « On a un peu de temps avant la visite, » dit-il. « Tu veux faire un petit détour ? » « Pourquoi pas ?» répondit-elle. Il tourna dans une rue bordée de vieux chênes et de trottoirs craquelés. Le panneau indiquait West End Avenue. Le cœur d'Imani fit un sursaut. « J'habitais près d'ici, » murmura-t-elle. « Je sais, » dit-il doucement. « Moi aussi. » La voiture s'arrêta près d'un petit parc, le genre construit avant que la gentrification ne commence à grignoter le quartier. Un vieux portique rouillé se dressait encore au centre du parc, sa peinture s'écaillant en boucles rouges. Zara poussa un cri émerveillé. « Je peux aller sur la balançoire ? » « Vas-y, » dit Marcus en souriant tandis qu'elle courait vers le jeu. Imani descendit lentement de la voiture, ses bottes écrasant les feuilles sèches. L'air sentait la terre humide et le barbecue d'une maison voisine. Cela faisait des années qu'elle n'était pas revenue ici. L'ancienne épicerie du coin était toujours là, peinte en bleu délavé, penchée comme un vieil homme fatigué d'avoir trop vu. « Tu venais souvent ici ? » demanda-t-elle. « Pas assez, » admit Marcus. « C'est ici que j'ai appris à faire du vélo. Là-bas, c'est là que je suis tombé. » Il montra le trottoir fissuré près du banc. Une fine cicatrice brillait sur son avant-bras. Imani se figea. « Cette cicatrice, tu te souviens de la fille qui t'a aidé à te relever ? » demanda-t-elle doucement. Marcus la regarda, intrigué. « Tu t'en souviens ? » Elle esquissa un sourire. « C'était moi, Marcus. » Un instant, tout s'arrêta. Le vent, la rue, même le grincement de la balançoire. Il la fixa, et la reconnaissance traversa ses yeux comme un rayon de lumière perçant les nuages. « Non, » murmura-t-il. « Imani Walker, du West End, » ajouta-t-elle. « Celle qui chantait cette petite comptine tous les jours. » Il rit, incrédule et ému à la fois. « Je croyais que tu avais déménagé. »« Ma grand-mère est morte, » dit-elle doucement. « Après ça, on a beaucoup bougé. Maman ne suivait plus. La vie nous a dispersés. » Il hocha lentement la tête. « Et tout ce temps, on vivait dans la même ville. »« Dans des mondes différents, » répondit-elle. Zara cria depuis la balançoire. « Regarde, maman, plus haut. » Imani se tourna vers elle, le sourire adouci. « Elle est tout ce que j'ai toujours souhaité, » murmura-t-elle. Marcus les observa, la mère, la fille, le soleil doré et sentit quelque chose bouger en lui. Il ne savait pas comment l'appeler, mais cela ressemblait à un retour à la maison. Puis son téléphone vibra. Bryce. Marcus soupira et décrocha. « Oui ? On te veut de retour avant 18 heures. Belle est en ville, elle veut dîner. Probablement pas optionnel. » Marcus hésita, jetant un coup d'œil à Imani. « Dis-lui que je vais essayer. » Lorsqu'il raccrocha, Imani le regardait. « Ta fiancée ? » Il acquiesça. « Oui. »« Tu devrais y aller, » dit-elle, mais sa voix trahissait quelque chose d'inavoué. Il força un sourire. « J'y irai, mais pas tout de suite. » Ils restèrent encore un moment, regardant Zara se balancer sous la lumière dorée de l'après-midi. Quand une brise légère passa, Imani se mit à fredonner la même mélodie d'enfance, celle du soir glacé à l'arrêt de bus, revenue jusqu'à ce coin de mémoire. Marcus ferma les yeux, écoutant. « On chantait ça ici, » dit-il. « Tous les jours, après l'école. » Imani hocha la tête. « Tu avais dit qu'on veillerait l'un sur l'autre. »« J'imagine que je viens enfin de le faire, » murmura-t-il. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit plus invisible,
et pour la première fois depuis des années, il ne se sentit plus seul. Mais aucun des deux ne remarqua la berline noire garée de l'autre côté de la rue, la vitre teintée s'abaissant juste assez pour laisser briller l'objectif d'une caméra. Le destin, lui aussi, les observait. Plus tard dans la nuit, la maison était silencieuse. Une pluie douce chuchotait contre les vitres, et la ligne d'horizon d'Atlanta clignotait au loin. Imani, assise en tailleur sur le canapé, triait une petite boîte que Bryce avait apportée plus tôt. Papier d'hiver, brochure de clinique, fragments de son ancienne vie. Zara dormait déjà, une minuscule main posée sur le ventre rond d'Imani. Le bébé bougeait parfois, comme s'il rêvait lui aussi de jours meilleurs. Tout en haut du tas, Imani remarqua une enveloppe fine qu'elle n'avait jamais ouverte, sortie d'un vieux sac récupéré des mois auparavant. Elle était tachée d'eau, scellée avec un ruban adhésif jauni. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une photo fanée, 2 enfants sur le porche d'une maison du West End, leurs visages baignés de lumière estivale. Une fillette en salopette jaune, un garçon sans ses dents de devant. Ils riaient, des glaces fondant à la main. Le cœur d'Imani s'arrêta. Le garçon, c'était Marcus. Elle resta figée, l'incrédulité et les souvenirs se mêlant jusqu'à ce que ses mains tremblent. La cicatrice. Le vélo. La chanson. Ce n'était pas une coïncidence. C'était bien lui. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. « Entrez », dit-elle. Marcus apparut dans l'embrasure, vêtu d'un pull gris et d'un pantalon de survêtement. Ses cheveux étaient encore humides de la pluie. « J'ai vu la lumière », dit-il. « Je n'arrivais pas à dormir. »« Moi non plus », répondit-elle dans un souffle. « Je regardais juste quelque chose. » Il s'approcha, curieux. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle lui tendit la photo sans un mot. Marcus la prit, plissant les yeux sous la lampe. Le silence s'étira. Puis il inspira lentement, incrédule. « West End », murmura-t-il. « C'est le porche de ma grand-mère. » Imani hocha la tête, les yeux brillants. « Et c'est toi et moi. » Marcus s'assit à côté d'elle, la photo entre eux. « Jean revient pas. Tous ces ans, dans la même ville. »« Des vies différentes, » répondit Imani. « Tu as bâti des empires. Moi, j'ai bâti la survie. » Un éclat de culpabilité traversa le regard de Marcus. « Tu méritais mieux que la survie. »« Peut-être, » dit-elle doucement, « mais je suis encore là. » Ils restèrent silencieux, la pluie comblant l'espace où les mots manquaient. Zara remua dans son sommeil, marmonnant quelque chose sur des pancakes papillons. Marcus sourit. « Je me souviens de ton rire, » dit-il soudain. Il nous mettait toujours dans les ennuis à l'église. Ma grand-mère Ruth me pinçait l'oreille. Imani rit doucement. Tu étais le plus bruyant, et tu jurais que tu serais riche un jour pour acheter des bonbons à tout le quartier. J'ai tenu au moins une promesse, répondit-il avec un petit sourire. Elle le fixa longuement, les contours du passé se fondant dans quelque chose de nouveau, de fragile et de chaud. Je ne sais pas quoi dire, murmura-t-elle. Ne dis rien, répondit-il doucement. Sache juste que cette fois, je ne partirai pas. Dehors, le tonnerre roula au loin, mais la pièce resta paisible. Quand Imani se leva pour ranger la photo, Marcus posa une main sur la sienne. « Garde-la, » dit-il. « Tu l'as gardée jusqu'ici. » Il ajouta, la voix plus douce. « Et puis, elle semble t'appartenir. » Leurs yeux se croisèrent à nouveau. Quelque chose passa entre eux, reconnaissance, apaisement, peut-être le début de ce qu'ils n'osaient pas encore nommer. En quittant la pièce, Marcus se retourna. « Merci pour tout, » dit-elle. « Ne me remercie pas encore, » répondit-il avec un sourire. « L'histoire n'est pas terminée. » Lorsqu'il partit, Imani posa la photo sur la table de chevet, à côté d'un dessin de Zara. Une famille sous un soleil éclatant, 3 mains qui se tiennent. Pour la première fois depuis longtemps, elle crut que ce n'était peut-être pas qu'un rêve. Le lendemain soir, la pluie s'était arrêtée. Le ciel d'Atlanta scintillait sous un crépuscule de velours. Marcus ajusta ses boutons de manchette devant le miroir, tentant d'ignorer la douleur dans sa poitrine, une douleur qui n'avait rien à voir avec le costume sur mesure qu'il portait. Belle Morgan, sa fiancée, était de retour en ville, mannequin, influenceuse, fille d'un membre du conseil d'administration. Le dîner était prévu depuis des semaines, mais à présent, cela ressemblait davantage à une corvée qu'à des retrouvailles. « Monsieur » dit Bryce en apparaissant dans l'encadrement de la porte.
La voiture est prête. Dois-je prévenir mademoiselle Morgan que vous êtes en route? Marcus soupira. Oui, faisons vite. Alors qu'il traversait le hall, son regard fut attiré par la lumière douce venant de la maison d'hôte, de l'autre côté du jardin. Par la fenêtre, il vit Imani, assise, lisant une histoire à Zara. Le rire de la fillette traversa faiblement la nuit. Il resta immobile un instant, un peu trop longtemps. Tout va bien, monsieur? Demanda Bryce. Marcus se racla la gorge. Oui, je pensais juste à quelque chose. Ils montèrent dans la voiture. Le trajet vers le centre-ville se fit en silence, ce genre de silence plein de pensées qu'on ne peut pas encore dire à voix haute. Le restaurant brillait d'or et de cristal. Belle était déjà installée à la table privée, vêtue d'une robe argentée qui scintillait sous le lustre. Son sourire était parfait, maîtrisé, prêt pour la caméra. Marcus, dit-elle en se levant pour l'embrasser sur la joue. Tu as l'air épuisé. Longue semaine, quelque chose comme ça, répondit-il en s'asseyant. Elle versa du vin avant même que le serveur ne le fasse. Tu es distant, ces derniers temps. Bryce m'a dit que tu as annulé la partie de golf, et tu n'as pas répondu à mes messages pendant 2 jours. J'étais occupé, dit Marcus, gardant un ton neutre. Occupé à quoi? Demanda-t-elle, son regard perçant derrière son sourire poli. Bryce m'a parlé d'une invitée chez toi. Une femme sans abri, je crois? La mâchoire de Marcus se crispa. C'est une amie. Elle avait besoin d'aide. Belle se pencha en avant, la voix basse. Marcus, tu as une image à protéger. Recueillir des inconnus, ça peut paraître charitable, mais les gens vont parler. Tu sais à quelle vitesse les rumeurs circulent dans cette ville. Il planta son regard dans le sien, calme mais glacial. Alors qu'il parle. Son sourire se figea. Tu es sérieux? Elle a un enfant, Belle. Elle dormait à un arrêt de bus sous la pluie. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Passer sans m'arrêter? Belle adoucit sa voix, mais ses mots restaient tranchants. Tu es un milliardaire, pas un sauveur. Il y a une différence. Marcus se pencha en arrière, soupirant. Peut-être que j'en ai assez de faire semblant de connaître la différence. Le dîner se déroula dans une politesse tendue. Quand ils sortirent, les photographes étaient déjà là, attendant dehors. Les flashs crépitaient comme des éclairs. Belle souriait, son bras accroché à celui de Marcus, tandis que lui fixait droit devant, l'esprit ailleurs, à des kilomètres de là. De retour au domaine, Imani pliait les vêtements de Zara quand les phares d'une voiture balayèrent la façade du pavillon. Elle écarta légèrement le rideau, juste à temps pour voir Marcus descendre de voiture. Belle était à ses côtés, éblouissante même dans l'obscurité. Elle dit quelque chose en riant et toucha son bras avant de remonter dans sa propre voiture. Le cœur d'Imani se serra. Elle se répéta que ça ne comptait pas. Il avait une vie, un monde auquel elle n'appartenait pas. Mais la douleur, elle, disait le contraire. Marcus resta longtemps dans l'allée après le départ de Belle. Le vent nocturne agitait sa cravate. Quand enfin il regarda vers la maison d'amis, les rideaux étaient déjà tirés. À l'intérieur, Imani murmura à son ventre. On n'appartient pas à son monde, bébé. Souviens-toi de ça. Mais pendant qu'elle parlait, la photo posée sur la table de nuit, celle des 2 enfants sur le porche, semblait luire faiblement dans la lumière de la lampe, comme si le passé refusait de se laisser fermer aussi facilement. Dehors, Marcus regagna sa maison, le cœur lourd du poids de 2 mondes qu'il ne parvenait pas à réconcilier. L'un doré, l'autre vrai, tous deux le tiraillant dans un silence déchirant. Le lendemain matin, la lumière du soleil se déversa sur la ville comme de l'or fondu. Le bureau pentouze de Marcus, au sommet de Bennett Lab, reflétait cette clarté mûre de verre, chrome, sérénité apparente. Mais à l'intérieur, la tension montait. Bryce l'attendait, tablette à la main, le visage inquiet. « Bonjour, patron. On a un problème. » Marcus desserra déjà sa cravate, sentant ce qui allait venir. « Laisse-moi deviner, la presse. » Bryce hocha la tête, grave. The Atlanta Herald a publié un article ce matin. Le PDG milliardaire héberge une femme de ménage sans abri et son enfant dans son domaine privé. Et ils ont mis une photo. Marcus se figea. Une photo? Bryce fit glisser son doigt sur la tablette. Elle était là, floue, mais assez nette. Imani devant la maison d'amis, en uniforme de femme de chambre.
Zara lui tenant la main. La légende transformait la vérité en scandale. Qui a fait fuiter ça? Demanda Marcus, la voix basse. Peut-être Langford. Elle a encore des contacts dans les médias. Ou alors? Bryce hésita. Quelqu'un du cercle de Belle. Marcus se pinça l'arête du nez. Appelle le service juridique. Qu'il fasse retirer cette image avant midi. Déjà fait. Mais le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence à 14 heures. Ils veulent une explication. Alors ils en auront une, répondit Marcus. À 14 heures, la salle du conseil était pleine. Les murmures flottaient dans l'air, lourds comme de la fumée. Cet administrateur, la plupart des hommes âgés qui n'avaient jamais raté un gros titre. Le père de Belle, M. Morgan, présidait la réunion. Marcus, commença-t-il d'une voix suave. J'ai toujours admiré ton côté humanitaire. Mais ceci, il tapota la tablette où brillait l'article, ça, c'est de l'imprudence. J'ai offert un abri à une femme et à son enfant, répondit Marcus calmement. Ce n'est pas de l'imprudence. C'est de la décence. Morgan s'adossa, impassible. La perception, mon garçon, c'est tout. Les investisseurs n'aiment pas les distractions, surtout celles qui impliquent des fréquentations douteuses. La mâchoire de Marcus se serra. Elle s'appelle Imani Walker. Elle travaillait au Bucket Grand Hotel. Elle a été renvoyée à tort, abandonnée par son fiancé alors qu'elle était enceinte. Je l'ai aidée parce qu'elle en avait besoin. Et l'enfant? Demanda quelqu'un. Sa fille, répondit Marcus sèchement. Pas la mienne. Le rictus de Morgan ne bougea pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une bonne image. Tu as une fiancée. Et une fusion en cours. Cette histoire est déjà virale. Alors peut-être que le monde a besoin d'histoires meilleures, répliqua Marcus. Bryce murmura doucement à côté de lui. Monsieur, peut-être qu'on devrait adopter un ton plus mesuré. Mais Marcus n'était pas d'humeur à la mesure. Il se leva, refermant son veston. J'ai bâti cette entreprise sur l'innovation et l'intégrité. Si l'un ou l'autre s'effondre parce que j'ai fait preuve d'un peu de compassion, alors nous sommes dans le mauvais métier. Silence. Froid, lourd, tranchant. Enfin, Morgan toussota. Très bien. Gère ton PR, mais je veux que ce scandale disparaisse avant lundi. Sinon, nous devrons reconsidérer notre direction. Marcus soutint son regard. Entendu. Et il quitta la salle avant que quiconque n'ajoute son venin. Au domaine, Imani était assise près de la fenêtre, tenant le même journal que Marcus venait d'affronter. Ses mains tremblaient. Elle lisait son propre visage sous les gros titres. Elle n'avait rien demandé de tout ça. Les commentaires en ligne étaient cruels, certains l'accusaient de manipulation, d'autres se moquaient d'elle pour avoir piégé un riche homme d'affaires. Quand Marcus rentra ce soir-là, elle l'attendait sur le porche, les yeux pleins de larmes mais le dos droit. « Je t'avais dit que ça arriverait », dit-elle d'une voix brisée. « Tu n'aurais pas dû m'aider. »« Je le referai », répondit-il. « À chaque fois. C'est ta carrière, Marcus. Ta vie. Tu ne me dois rien. Je me fiche des apparences, coupa-t-il. Ce qui m'importe, c'est la vérité. » Leurs regards se croisèrent. L'air vibrait entre peur et quelque chose d'indicible. À l'intérieur, le rire de Zara résonnait doucement depuis le salon. L'enfant ne savait rien de ce que le monde disait d'eux, que les mots pouvaient parfois blesser plus que la faim. « Et si tout ça te détruit ?» demanda Imani, la voix tremblante. Il fit un pas vers elle. « Alors on recommencera, tous les deux. » Et pour la première fois, elle ne trouva ni la force ni le courage de protester. 2 jours plus tard, le scandale Marcus Bennett enflammait encore les matinales d'Atlanta. Les réseaux sociaux bourdonnaient de théories. Histoire d'amour ou coup de pub? Le milliardaire quitte-t-il Belle Morgan? Les commentaires étaient plus venimeux que les titres. Imani évitait la télévision. Elle se concentrait sur les lessives, sur les robes pliées de Zara, sur n'importe quoi qui n'impliquait pas son nom. Mais même le silence semblait lourd. Le calme avant la tempête. Et la tempête frappa avant midi. Un coup à la porte fort, impatient. Quand Imani ouvrit, elle resta figée. Terence. Son ex-fiancé. Porteur d'une veste impeccable, de chaussures lustrées, le visage tranquille d'un homme qui n'avait jamais connu l'inquiétude. Mais son sourire n'était pas chaleureux, c'était celui d'un prédateur qui avait flairé une opportunité.
Eh bien, fit-il. Tu as bien grimpé, dis donc. Le ventre d'Imani se noua. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai vu les infos. Tout le monde parle de toi et de ton nouveau petit ami milliardaire. Comme quoi, une femme de ménage peut vraiment obtenir une promotion à Atlanta. Fais attention à ce que tu dis, siffla-t-elle. Le sourire de Terence s'élargit. Détends-toi. Je suis pas venu pour me battre. Je suis venu parler affaires. Il sortit une feuille pliée de sa poche. Tu as quelque chose de précieux, maintenant, un nom dans les gros titres. Cet enfant pourrait bien être mon billet pour sortir de mes dettes, si on joue bien nos cartes. Le sang d'Imani se glaça. Tu n'utiliseras pas ma fille. Pour rien au monde. Allons, Imani, réfléchis. Le monde croit déjà que Marcus Bennett est son père. On pourrait surfer là-dessus. Vendre l'histoire à un magazine. Se faire de l'argent. On partage moitié-moitié. Sa voix trembla, pleine de rage. Dégage d'ici. Mais Terence se pencha plus près, baissant le ton. Tu oublies qui je suis. C'est moi qui t'ai gardé un toit au-dessus de la tête avant que tu commences à laver les sols des riches. Tu me dois quelque chose. Je ne te dois rien, répondit-elle sèchement. Alors peut-être que Marcus, lui, me doit quelque chose, lança Terence avec un sourire narquois. Un homme comme ça, il paiera cher pour garder son nom propre. Avant qu'Imani ne puisse répondre, une voix plus grave fendit l'air. Est-ce que c'était une menace? Marcus se tenait au bord du perron, veste de costume déboutonnée, expression calme mais dangereuse. Il devait être rentré plus tôt du bureau. Terence se redressa, soudain moins sûr de lui. Je discutais juste, amicalement. Drôle de conversation, répondit Marcus en avançant d'un pas. On aurait plutôt dit du chantage. La confiance de Terence vacilla sous ce regard froid et fixe. Tu ne peux rien prouver. Marcus s'approcha encore, la voix basse et posée. Pars, Terence. Quoi que tu penses obtenir d'elle, je m'assurerai que tu perdes 2 fois plus. Terence tenta de soutenir son regard, mais Marcus ne cligna pas. Finalement, il cracha au sol et recula. C'est pas fini, marmonna-t-il avant de s'éloigner dans l'allée. Quand il fut parti, Imani s'effondra sur la marche du perron, tremblante. Marcus s'accroupit près d'elle. Ça va? Oui, répondit-elle en hochant la tête, bien que des larmes ruisselaient sur ses joues. Il m'a laissé sans rien, Marcus. Et maintenant il veut tirer profit de ma douleur. La main de Marcus hésita un instant, puis se posa doucement sur la sienne. Il ne te touchera pas. Je vais m'en occuper. Elle leva les yeux, rouge mais déterminée. Tu ne peux pas tout régler pour moi. Je n'essaie pas de te réparer, dit-il doucement. J'essaie de protéger ce qui est déjà beau. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. Le vent fit frémir les magnolias, portant avec lui un grondement lointain de tonnerre, la promesse d'une tempête. À l'intérieur, Hara observait discrètement par la fenêtre. Maman, murmura-t-elle pour elle-même, cet homme a l'air de t'aimer. Imani ne l'entendit pas, mais peut-être qu'elle le sentit. Et alors que la première goutte de pluie frappait le perron, tous deux savaient une chose. Le retour de Terence avait déclenché quelque chose, et la suite ne serait pas tranquille. Le lendemain soir, le ciel d'Atlanta vira au gris plombé, lourd de la promesse d'un orage. Le domaine Bennett, d'ordinaire paisible, semblait tendu, comme si quelque chose d'invisible arpentait ses couloirs. Imani était assise à la table de la cuisine de la maison d'amis, faisant défiler son vieux téléphone fissuré. Chaque titre, chaque publication, était un coup de couteau. Femme mystérieuse et enfant chez un milliardaire. Marcus Bennett cache-t-il une famille secrète? Zara jouait non loin, fredonnant sa comptine préférée à sa poupée, inconsciente du tumulte autour d'elle. Le cœur d'Imani battait douloureusement. Elle n'avait rien fait de mal, et pourtant le monde avait transformé son nom en spectacle. Un léger coup retentit à la porte. « Entrez », dit-elle d'une voix lasse. Marcus entra, vêtu comme toujours de son costume sombre, mais ses yeux fatigués trahissaient les batailles de la journée. « Ne lis pas ces bêtises », dit-il en hochant la tête vers son téléphone. « Je ne peux pas ignorer ça, » murmura-t-elle. « Ils disent que tu es le père de mon bébé. Que je t'ai piégé. »« Les rumeurs brûlent vite, » répondit-il, mais le feu s'éteint plus vite encore quand on ne l'alimente pas. Elle leva les yeux, la mâchoire crispée. « Facile à dire pour toi. Tu t'en remettras. Moi, je suis le titre.
Le cas social, l'imposture, la domestique au secret. Marcus tira une chaise et s'assit en face d'elle. Je suis désolé que tout ça te soit tombé dessus. À vous deux. Sa voix se brisa. Ce n'est pas ta faute. C'est la sienne. Terence? Elle hocha la tête, avalant difficilement. Il a dû vendre quelque chose à la presse. Des photos, des histoires. Il sait comment déformer la vérité pour me blesser. Marcus fronça les sourcils. Bryce a retracé la première fuite jusqu'à un blog à potins enregistré sous un faux nom. Mais le paiement vient de quelqu'un ici, à Atlanta. Terence, répéta-t-elle, la voix grondante. Marcus l'observa longuement. Laisse-moi m'en occuper. Tu veux dire, lui faire peur? Je veux dire, te protéger. Quoi qu'il en coûte. Leurs regards se croisèrent. Le sien brûlait de colère et d'épuisement, le sien restait calme, chargé d'une émotion plus profonde. Le silence dura jusqu'à ce que Zara bâille et tire la manche de sa mère. « Maman, est-ce que monsieur Marcus peut me lire une histoire ?» Imani cligna des yeux, surprise par l'innocence de la demande. Marcus sourit doucement. « Bien sûr, petite. » Il prit le livre d'images des mains de Zara et s'assit sur le canapé. Sa voix grave remplit la pièce d'un rythme apaisant. Imani les regarda depuis la table, sa fille blottie contre lui, son ton qui s'adoucissait à chaque mot drôle. Une scène simple, mais qui lui serra le cœur, car elle ressemblait au foyer dont elle avait toujours rêvé, sans jamais y croire vraiment. Quand Zara s'endormit, Marcus referma le livre et la couvrit d'une couverture. Puis il se tourna vers Imani. « Tu es forte, tu sais » murmura-t-il. « Avec tout ce que tu as traversé, tu tiens encore debout. » La plupart auraient craqué. Elle eut un petit rire triste. Quand on a un enfant, on n'a pas le choix. On continue, même en tremblant. Il acquiesça lentement, puis sortit un papier de sa veste. Tiens. Mon avocat a préparé ça. Elle fronça les sourcils en dépliant la feuille. C'est quoi? Une ordonnance de protection temporaire contre Terence. Je la dépose demain matin, si tu signes. Imani resta figé, ému. Tu as fait ça pour moi? Pour vous deux? Répondit-il doucement. Il ne s'approchera plus jamais de ta vie. Sa gorge se serra. Tu dis ça comme si c'était simple. Ce n'est pas simple, dit-il. C'est nécessaire. Un éclair illumina la pièce, révélant sur son visage la fatigue derrière l'assurance. Marcus, dit-elle à voix basse. Pourquoi tu fais tout ça? Vraiment? Il hésita, baissa les yeux. Parce que quand je te regarde, je me souviens de qui j'étais avant que l'argent ne définisse tout. Tu me rends honnête à nouveau. Le silence tomba, dense. Le souffle d'Imani se suspendit. Elle voulut détourner le regard, mais ne le put pas. Marcus, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Il se leva lentement, réduisant la distance entre eux. Je ne te demande rien. Je veux juste que tu saches que tu n'es plus seul. L'air devint lourd, presque électrique. Puis un coup de tonnerre éclata, les ramenant à la réalité. Marcus recula, se racla la gorge. Je serai dans la maison principale si tu as besoin de moi. Il tourna les talons, mais la voix d'Imani l'arrêta. Marcus. Il se retourna. Merci, dit-elle. Pas seulement de m'aider, mais de me voir. Son expression s'adoucit. Toujours. Il sortit, refermant doucement la porte. Imani resta debout un long moment, l'ordonnance tremblante dans ses mains. Puis elle s'assit près de Zara, caressant ses boucles. On va s'en sortir, mon bébé, murmura-t-elle. D'une manière ou d'une autre. À l'autre bout de la ville, sous l'éclaterne d'une enseigne de bar, Terence était affalé sur son verre. Son téléphone vibra. Beau boulot. Continue à nous alimenter. Grosse prime pour le prochain lot. Il eut un rictus. Facile l'argent, répondit-il. Attendez de voir les photos. Il ouvrit sa galerie. Des clichés d'Imani à la clinique, en pleurs. Zara qui l'enlaçait. Une image floue de la voiture de Marcus à l'arrière-plan. Il sourit, venimeux. Tu crois t'en tirer comme ça, bébé? Pas si vite. Mais il ne vit pas l'homme assis dans l'ombre du fond du bar. Bryce, le téléphone à la main, le regard dur. Cette nuit-là, Marcus ne dormait toujours pas. Assis dans son bureau, l'ordonnance devant lui, il fixait la pluie contre la vitre quand son téléphone vibra. Parle, dit-il. Je l'ai trouvé, répondit Bryce.
Terence travaille avec une blogueuse à scandale, Leia Vance. Il prépare une nouvelle fuite pour demain. La voix de Marcus se fit glaciale. Fais tout pour l'arrêter. Déjà en cours, dit Bryce. Mais prépare-la. Quand le prochain article sortira, la presse se déchaînera. Marcus se massa les tempes, le poids du monde sur les épaules. Je la protégerai. Oui, répondit Bryce calmement. Mais tu pourrais ne pas te protéger toi-même. Dans la maison d'hôte, Imani restait éveillée près du lit de Zara, écoutant la tempête. Son téléphone vibra encore, numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. Une voix d'homme grésilla dans le combiné. Tu crois que te cacher derrière un riche va te sauver? Attends de voir quand tout le monde saura quel genre de mère tu es vraiment. La ligne se coupa. Son cœur battait à tout rompre. Elle fixa son téléphone, les mains tremblantes. Puis elle s'approcha de la fenêtre, regardant la pluie brouiller le monde extérieur. Pour la première fois, elle ressentit une vraie peur. Pas pour elle, mais pour les 2 vies qui dépendaient d'elle. Et quelque part de l'autre côté de la ville, Terence sourit derrière son verre de whisky, appuyant sur téléversé. Car au lever du soleil, le monde découvrirait une toute nouvelle histoire. La pluie s'était arrêtée à l'aube, mais Atlanta s'éveillait agitée. L'air était lourd, chargé de cette tension qui précède les ennuis avant même les premiers gros titres. Marcus n'avait pas dormi. Il avait passé toute la nuit à son bureau, le visage éclairé par la lumière froide de son ordinateur. Il actualisa le fil d'actualité pour la 10e fois en 10 minutes, priant pour que l'équipe de Bryce ait intercepté la fuite à temps. Il ne l'avait pas fait. À 6h14, la une de tous les sites de divertissement affichait. La vie secrète du milliardaire Marcus Bennett, bonne enceinte, enfant caché et trahison. En dessous, 4 photos. Marcus quittant la maison d'hôte la nuit. Imani assise près de la fenêtre tenant Zara. Une photo d'elle à la clinique. Et une 4e, un mensonge truqué numériquement pour les faire paraître comme s'ils s'embrassaient. Marcus jura entre ses dents et referma brutalement son ordinateur. Son téléphone vibra aussitôt. Belle. Il ignora. Puis M. Morgan, son père. Ignoré aussi. Mais quand Bryce envoya, ils sont devant ton portail. Marcus se leva, la mâchoire serrée. Dans la maison d'hôte, Imani était déjà debout. Des cris et le bruit des appareils photo résonnaient derrière les murs. En écartant légèrement le rideau, elle se figea. Des journalistes. Des dizaines. Des micros, des flashs, le chaos. Son téléphone vibrait sans arrêt, numéros inconnus, appels bloqués, messages vocaux. « Maman, c'est quoi ce bruit ?» demanda Ara depuis le canapé. « Rien, mon cœur. Juste des gens bruyants. » Mais au même instant, une voix cria dans un mégaphone. « Imani Walker. Est-ce que Marcus Bennett est le père de votre enfant ?» Son estomac se noua. Les coups contre le portail se firent plus forts. Les flashs encore plus vifs. Alors que la panique montait en elle, la porte s'ouvrit soudain, non pas brutalement, mais avec une autorité calme. Marcus entra, téléphone à l'oreille, flanqué de 2 gardes du corps en costume noir. « N'ouvrez pas les rideaux, dit-il fermement. Bryce appelle la police. Ils n'ont aucun droit d'être ici. » Imani recula, tremblante. « Marcus, ils ont mis le visage de mon bébé dans ces photos. »« Je sais, répondit-il, la voix légèrement brisée avant de se raffermir. « Je vais arranger ça. »« Comment ?» demanda-t-elle. « Tu ne peux pas réparer des mensonges. Ils sont partout. » Il s'approcha d'elle, baissant la voix. « Je peux les enterrer sous la vérité. » Avant qu'elle ne réponde, Ara tira sur sa manche. « Monsieur Marcus, on a des ennuis ?» Marcus s'agenouilla et força un sourire. « Pas toi, ma chérie. Les grands oublient juste parfois comment être gentils. » Imani détourna le regard, retenant un sanglot. À la mi-matinée, la propriété grouillait de policiers, de gardes, et de journalistes hurlant à travers les grilles. Bryce arriva, la cravate desserrée, les yeux cernés. « Gestion de crise catastrophique, dit-il. La moitié d'Internet croit que l'enfant est le tien, l'autre pense qu'elle te fait du chantage. Il nous faut une déclaration. » Marcus, bras croisés, répondit. « Non. Les déclarations alimentent le feu. »« Alors c'est quoi le plan ?» demanda Bryce. Marcus se tourna vers lui. « Je parlerai. En direct.
Sans script, sans communication. Marcus, c'est risqué. Le silence l'est aussi. Bryce soupira. Très bien. J'organise une interview exclusive avec Chanel 11 à midi. Mais prépare-toi, ils vont te demander si tu as couché avec elle. Marcus serra la mâchoire. Alors je leur dirai la vérité. À 11h47, Marcus se tenait derrière le portail de sa propriété. Les caméras alignées, les reporters en meute. Le monde entier regardait. Monsieur Bennett, cria un journaliste. Est-il vrai que vous attendez un enfant avec votre ancien employé? La voix de Marcus resta calme et ferme. Non. C'est faux. Mademoiselle Imani Walker a travaillé pour moi avant d'être injustement renvoyée. Je lui ai offert un abri temporaire à elle et à sa fille. C'est tout. Alors pourquoi ce secret? Lança une autre voix. Parce que la compassion ne devrait pas avoir besoin d'un communiqué de presse. Un silence tomba. Puis une dernière question, acérée. Votre fiancé affirme ne rien savoir de tout cela. Êtes-vous toujours ensemble? Marcus hésita une fraction de seconde. Biel et moi ne sommes plus fiancés. L'attroupement explosa. C'est tout ce que j'ai à dire, conclut-il avant de tourner les talons. À l'intérieur, souffla Bryce. Ça te sauvera, ou ça te détruira. Marcus regarda vers la fenêtre de la maison d'hôte, où la petite silhouette de Zara observait derrière le rideau. Ça fera ce que ça doit faire, dit-il doucement. Protéger celle qui compte. Mais tout le monde n'était pas prêt à se taire. De l'autre côté de la ville, Terence était assis dans sa voiture devant une supérette, faisant défiler les commentaires avec satisfaction. Son article faisait encore le buzz, et chaque média ayant relayé ses mensonges lui avait versé de l'argent. Il ne s'attendait pas au coup frappé contre sa vitre. Bryce se tenait là, calme, mais menaçant. « Bonjour, Terence. Toi? Qu'est-ce que tu veux ?» Bryce se pencha. Une petite discussion amicale sur le parjure, le chantage et la violation de la vie privée. Je ne vois pas de quoi tu parles. Bryce jeta un dossier sur le siège. À l'intérieur, relevés bancaires, métadonnées, enregistrements vocaux. Les avocats de Marcus ont retracé tes paiements, dit-il froidement. Tu as vendu des informations médicales privées et truqué des photos. 2 crimes déjà. 3 si tu n'as pas fermé ta gueule d'ici ce soir. Terence déglutit. Tu crois que ton fric me fait peur? Non, répondit Bryce en s'éloignant. Mais la prison, oui. Tu as jusqu'au coucher du soleil. Il partit. Et Terence sut que la menace était réelle. Pendant ce temps, à la maison d'hôte, Imani était assise par terre, Ara coloriant en silence à côté d'elle. Maman, pourquoi les gens sont fâchés contre monsieur Marcus? Parce qu'ils ne comprennent pas, répondit-elle doucement. Et parfois, quand les gens ne comprennent pas quelque chose de bon, ils essaient de le détruire. Mais tu dis toujours que le bien gagne. Oui, mon cœur. Il finit toujours par gagner. La porte s'ouvrit doucement. Marcus entra, chemise roulée, épaules encore mouillées de pluie. C'est fini, dit-il d'une voix apaisée. Pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux dire? Demanda-t-elle. J'ai dit la vérité. En public. Elle eut le souffle coupé. Tu n'étais pas obligé de faire ça pour moi. Je ne l'ai pas fait pour toi, répondit-il calmement. Je l'ai fait parce que j'aurais dû le faire pour moi, il y a longtemps. Tu vas tout perdre, ton entreprise, ta réputation. Si c'est le prix à payer pour rester humain, alors je le paierai. Un long silence suivit. Puis Marcus sourit doucement. Zara, j'ai une surprise pour toi. Quoi? Fit la petite en courant vers lui. Il sortit une petite boîte de sa poche. Ouvre-la. À l'intérieur, un bracelet en argent avec 3 pendentifs, un cœur, une fleur de magnolia et une minuscule touche de piano. Pour la chanson, dit-il doucement. C'est trop joli, s'exclama Zara. Imani sentit sa gorge se serrer. Tu n'étais pas obligé. Je voulais, répondit Marcus. Vous méritez toutes les deux quelque chose qui vous appartienne. Dehors, le tonnerre gronda encore, mais lointain, s'éloignant vers l'horizon. Pour la première fois depuis des semaines, la paix semblait possible, fragile, mais réelle. Imani s'assit à côté de lui, épuisé. Et maintenant? Marcus se renversa contre le mur, la voix basse. Maintenant, on respire. On attend. Et on se prépare pour ce qui viendra ensuite. Elle hocha lentement la tête,
posant une main sur son ventre. Le bébé est resté calme toute la journée. Peut-être qu'il écoute, dit Marcus avec un sourire. Peut-être qu'il apprend qu'une tempête peut aussi prendre fin. Ils restèrent assis en silence, le monde continuant de tourner dehors. Mais dans cette petite pièce, le temps semblait suspendu, juste un homme, une femme, et un enfant s'accrochant à la petite miséricorde d'un deuil qui ne les avait pas détruits. Car même dans le chaos, la bonté avait trouvé un moyen de survivre. Et, au fond, ils savaient tous les deux que la véritable tempête était encore à venir. Mais cette fois, ils ne l'affronteraient pas seuls. Le monde était redevenu calme. Mais le calme ne veut pas toujours dire paix. Parfois, il annonce simplement la prochaine explosion. Cette explosion arriva 3 nuits plus tard. La soirée avait commencé comme n'importe quelle autre. L'air dehors sentait le chèvrefeuille et la pluie de fin de printemps, et le domaine Bennett baignait dans une lumière douce. Marcus avait passé l'après-midi avec Zara, lui apprenant à jouer une petite mélodie au piano. Imani les observait depuis l'encadrement de la porte, le cœur réchauffé mais fatigué comme quelqu'un qui regarde une belle chose qu'il a peur de perdre. À l'heure du coucher, Ara se blottit contre sa poupée et demanda « Maman, quand le bébé sera là, est-ce que monsieur Marcus pourra le tenir en premier ?» La gorge d'Imani se serra. « Peut-être, » murmura-t-elle. « S'il est encore là. » Zara fronça les sourcils. « Il le sera. C'est notre ami. » Imani sourit faiblement, caressant les boucles de sa fille. « Dors, ma princesse. » Elle attendit que la respiration de l'enfant s'apaise, puis alla à la cuisine chercher un verre d'eau. Mais avant qu'elle ne boive, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Son estomac se noua. Elle répondit malgré tout. « Tu profites du calme ?» La voix était basse, moqueuse. « Terence. Ça ne durera pas. » Sa main trembla. « Qu'est-ce que tu veux, Terence ? Tu crois avoir gagné ? Tu penses que ton petit riche peut acheter le silence ? Allons. Le monde adore les scandales plus que la vérité. Tu verras. Laisse-moi tranquille. » Il ricana. « Trop tard, ma belle. Regarde ton fil d'actu. » L'appel se coupa. Imani, tremblante, ouvrit son téléphone. Et elle le vit. Nouvelle publication, en pleine viralité. Exclusif La vérité sur le cas caritatif de Marcus Bennett. Un enregistrement prouve la liaison. Ce n'était pas vrai, mais c'était terriblement convaincant. Quelqu'un avait monté un faux enregistrement, mélangeant sa voix à celle de Marcus pour créer quelque chose d'intime et de compromettant. Imani porta la main à sa bouche, horrifiée. Puis vinrent les photos floues, prises de loin autour du domaine, et une dernière qui lui coupa les jambes. Elle assise sur le canapé, Marcus agenouillé à côté d'elle pour rattacher la chaussure de Zara. Sous le bon angle, cela ressemblait à un baiser. Sa première pensée ne fut pas la peur, mais la culpabilité parce qu'elle savait ce que cela allait lui coûter, à lui. Elle sortit en courant, pieds nus, la pluie trempant ses cheveux. Le chemin entre la maison d'hôte et la résidence principale brillait sous les lumières du jardin. Elle n'eut même pas le temps de frapper, elle ouvrit la porte. Marcus était déjà au téléphone avec Bryce, la voix tendue et glaciale. « Retrouve la trace. Je me fiche du comment. Je veux le serveur, la source, l'adresse IP, tout. » Il la vit pâle, tremblante. « Imani, c'est partout. L'audio, les photos, ils disent qu'on. » « Je sais. » Il raccrocha, fit les 100 pas. Bryce pense que Terence a vendu ça à une agence de relations publiques concurrente. Ils appellent ça du revenge porn déguisé en journalisme. Imani se serra les bras. Ils vont te détruire. Marcus s'arrêta net, la regarda droit dans les yeux. Pas cette fois. Tu ne peux pas tous les affronter, Marcus. Je n'ai pas besoin de tous les affronter, dit-il d'une voix calme et déterminée. Justin. La résolution dans son ton lui fit plus peur que la tempête dehors. Promets-moi que tu ne feras rien contre lui. Je ne peux pas faire cette promesse. S'il te plaît, supplia-t-elle. Il est dangereux. Marcus la fixa, la mâchoire serrée. Moi aussi, quand il s'agit de protéger ce qui est à moi. Elle en eut le souffle coupé. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Bryce entra, trempé par la pluie. Mauvaise nouvelle, dit-il. La vidéo est devenue virale. Et pire encore, le conseil d'administration vient de convoquer un vote d'urgence demain. Pour me suspendre ?
demanda Marcus. Pour avoir aidé une femme et son enfant, et fait peur aux investisseurs, répondit Bryce avec amertume. Et Terence vient de donner une interview. Il prétend que tu l'as payé pour se taire. La chaîne va la diffuser à 20h. Les jambes d'Imani faiblirent. Il ment. Je sais, répondit Bryce. Mais les mensonges n'ont pas besoin de vérité. Seulement de bruit. Marcus se massa les tempes. Mets mon avocat en alerte. Et, merci, Bryce. Bryce hocha la tête et sortit. Imani tomba sur une chaise. Je devrais partir, murmura-t-elle. Si je m'en vais, tout s'arrête. Marcus se retourna brusquement. Non. Partir, c'est leur donner ce qu'ils veulent. Une preuve de culpabilité. Je ne suis pas forte comme toi, dit-elle. Je ne peux pas affronter tout ça. Il s'agenouilla devant elle, la voix douce mais ferme. Tu as affronté pire. Tu as dormi sous un abribus, sous la pluie. Tu as tout perdu et tu t'es encore battu pour ton enfant. Ça, c'est de la force, Imani. Tout ça, ce n'est que du bruit. Les larmes montèrent. Tu vas perdre ton entreprise. Je la reconstruirai, dit-il simplement. Mais je ne peux pas reconstruire une âme que je laisserai quelqu'un détruire. Leurs regards se croisèrent. Et, un instant, tout bruit s'effaça. La pluie, le tonnerre, le monde. Il n'y avait plus qu'eux. Puis un cri fendit le silence. Maman! Imani bondit à l'étage, le cœur battant. Zara était assise sur son lit, effrayée. Il y a une lumière rouge à la fenêtre. Gémit-elle. Imani se tourna et se figea. Un petit point rouge flottait sur le rideau. Marcus apparut derrière elle, les yeux durs. À l'étage, maintenant. Il prit Imani et Zara dans ses bras, les entraînant rapidement mais sans panique. Sécurité! Cria-t-il. 2 gardes surgirent, armes prêtes. Tireur? Drone caméra, dit Marcus en désignant la fenêtre. Un petit drone noir s'éloignait sous la pluie. Abattez-le, ordonna-t-il. Les gardes sortirent. Imani, tremblante, serra Hara contre elle. Il nous surveille. Marcus posa ses mains sur ses épaules. Pas pour longtemps. À l'aube, la tempête s'était calmée, mais pas le chaos. L'équipe de communication de Marcus avait travaillé toute la nuit. Suppression de liens, plainte légale, démenti. Mais les images avaient déjà été copiées des milliers de fois. Imani, épuisée, était assise sur le canapé, Hara endormie sur ses genoux. Marcus entra doucement, costume froissé, cravate absente. C'est presque fini, dit-il. Elle leva les yeux, vidés. Ils ne s'arrêteront jamais. Ils s'arrêteront quand lui aura cessé de parler, répondit Marcus, la voix sombre. Le cœur d'Imani se serra. Que as-tu fait? Il hésita. Je l'ai confronté. Marcus, quoi? Je l'ai trouvé dans un motel à Edgewood, expliqua-t-il. J'ai tenté de le soudoyer pour récupérer les originaux. Et? Il a refusé. Il disait avoir des copies. Alors? Les yeux de Marcus se durcirent. Alors je lui ai rappelé à qui il avait affaire. Tu l'as blessé? Non. Mais je lui ai fait croire que je le pouvais. Imani chercha son regard. Tu risques tout, pour moi. Pas pour toi, corrigea-t-il. Pour nous. Tu ne sais même pas s'il y a un nous. Il sourit doucement. Laisse-moi le découvrir. Le silence entre eux était dense, chargé d'émotions retenues. Imani fit un pas, puis un autre. Tu ne devrais pas me vouloir, murmura-t-elle. Pas après tout ça. Il la regarda, les yeux profonds. C'est justement à cause de tout ça que je te veux. Et avant qu'aucun d'eux n'y pense, il l'embrassa. Doucement. Tremblant. Désespéré. Le moment éclata comme un rayon de soleil après la pluie, bref, intense, rempli de tout ce qu'ils n'avaient jamais dit. Quand ils se séparèrent, les larmes d'Imani scintillaient dans la pénombre. Cela change tout, murmura-t-elle. J'espère bien, répondit-il à voix basse. Mais à peine la paix s'était-elle installée que le téléphone de Marcus vibra. Il regarda l'écran et se figea. Un message de Bryce. Terence a disparu. Sa voiture a été retrouvée près de la rivière. Marcus sentit sa poitrine se serrer. Non. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Imani, les yeux écarquillés. Il resta immobile, regardant l'aube rosir le ciel. Je ne sais pas, dit-il lentement. Mais quoi que ce soit, ce n'est pas fini.
Au loin, les sirènes commencèrent à hurler, déchirant le fragile silence comme un avertissement du destin lui-même. Le lendemain matin, Atlanta se réveilla dans un étrange calme. Celui qui suit la catastrophe, avant que la ville ne comprenne vraiment ce qui vient de se passer. Le domaine des Bennett semblait plus froid que jamais, même si la lumière du soleil inondait les larges fenêtres. Marcus était assis à la table du petit déjeuner, son café refroidissant devant lui. Son téléphone vibrait toutes les quelques minutes, des journalistes, des actionnaires, même le père de Belle. Mais le message qui le hantait le plus restait le dernier de Bryce. Voiture de Terence retrouvée abandonnée près de la rivière Chattahoochee. Plongeur de la police sur place. Il n'avait pas répondu. Il ne savait pas quoi dire. Imani apparut dans l'encadrement de la porte, portant un simple sweat à capuche gris sur sa chemise de nuit. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, même si elle tentait de le cacher. « Zara dort encore », dit-elle doucement. « Elle ne sait rien. » Marcus hocha la tête sans lever les yeux. « Tu n'as rien mangé », ajouta-t-elle. « Je n'ai pas faim. Marcus, parle-moi. » Il soupira longuement, les mains jointes. « Il pense que j'ai quelque chose à voir avec tout ça. »« Quoi ? » ?»« Terence. Il ne le trouve pas. La police a trouvé du sang près de sa voiture et un téléphone dans l'herbe. »« Son téléphone ?» demanda Imani, le cœur battant. « Tu l'as vu hier soir ?» Marcus leva les yeux, la culpabilité passant un instant dans son regard. « Oui. Mais je ne l'ai pas touché. Je te le jure. » Elle s'assit lentement face à lui. « Tu l'as menacé. »« Je l'ai prévenu, » corrigea-t-il. « Je lui ai dit d'arrêter avant de se détruire lui-même. »« Je n'ai jamais voulu ça. » Elle le scruta, la voix tremblante. « Ils savent que vous vous êtes vus ? » Pas encore. Mais ils le sauront. À ce moment-là, Bryce entra précipitamment par la porte arrière, encore vêtu de son costume froissé de la veille. « On a un problème », dit-il en jetant un journal plié sur la table. Le titre criait. Terence Davis disparut après une confrontation avec le milliardaire Marcus Bennett. En dessous, une photo montrait Marcus et Terence devant le motel flou, mais leurs visages restaient reconnaissables. Imani porta la main à sa bouche. « Ils savent déjà. » Bryce s'acquiesça sombrement. Dénonciation anonyme. Probablement le réceptionniste du motel. La police vous considère comme personne d'intérêt. Ils seront ici bientôt. Combien de temps ? Demanda Marcus. Peut-être 1 heure. Imani regarda l'un puis l'autre, paniqué. C'est insensé. Tu n'as rien fait. Bryce soupira. Peu importe. Les médias inventeront leur propre version avant même que la police ait terminé une phrase. Marcus se leva, les épaules droites. Alors je leur dirai la mienne. Marcus, pas encore ton discours de héros, grogna Bryce. Tu es déjà en mauvaise posture avec le conseil. Si tu parles sans avocat, tu te condamnes toi-même. Marcus l'ignora et tourna les yeux vers Imani. Je t'ai promis de te protéger. Ça n'a pas changé. Des larmes montèrent dans les yeux d'Imani. Tu ne peux protéger personne d'un mensonge aussi grand. J'essaierai quand même, répondit-il doucement. En fin de matinée, 2 détectives arrivèrent dans des voitures banalisées. Leur attitude n'était pas agressive, mais leur présence emplissait l'air d'inquiétude. L'une d'elles, une femme grande aux yeux perçants nommée inspectrice Rowe, parla d'un ton clair mais ferme. « Monsieur Bennett, nous aimerions vous poser quelques questions sur votre rencontre avec Terence Davis. »« Je comprends, » répondit Marcus. Ils s'assirent dans son bureau. Bryce à ses côtés, Imani observant depuis la porte. « Quand avez-vous vu Monsieur Davis pour la dernière fois ?»« Hier soir, vers 22h30, devant le motel Edgewood. »« Dans quel but ?» Il faisait chanter Mademoiselle Walker avec de fausses preuves et des images volées. J'ai proposé de racheter les originaux. Donc vous lui avez offert de l'argent ? Demanda Rowe. Oui. Et ensuite ? Il a refusé. Je suis parti. Quelqu'un vous a vu partir ? Les caméras de sécurité. J'ai fait exprès d'être filmé. Rowe hocha la tête. Nous vérifierons. Pour l'instant, vous n'êtes pas accusé, mais restez disponible. Je ne vais nulle part, répondit Marcus. Lorsqu'ils partirent, la tension retomba un peu mais pas la peur. Ça aurait pu être pire, souffla Bryce. C'est déjà pire, répondit Imani d'une voix tremblante. Le monde te croit meurtrier.
Marcus répondit, calme mais grave. Qu'ils croient ce qu'ils veulent. La vérité survivra au vacarme. Mais au fond, il n'en était pas sûr. Le soir venu, Imani se tenait sur le porche, regardant le coucher du soleil peindre le ciel d'orange et de violet. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu encore. Tu crois vraiment qu'il est innocent? Elle resta figée. Un autre message arriva. Regarde tes mails, chérie. Les mains tremblantes, elle ouvrit sa boîte de réception. Un message sans objet, avec une pièce jointe. Trousse.mmo. Elle appuya sur lecture. La vidéo montrait le parking du motel, la même nuit. La voiture de Marcus arrivant, Marcus descendant, puis une ombre. Quelqu'un d'autre dans le cadre. Une silhouette qui s'approchait de la voiture de Terence pendant qu'il parlait. La vidéo s'arrêtait avant la suite. Le sang d'Imani se glaça. Quelqu'un d'autre était là. Elle courut à l'intérieur. Marcus, cria-t-elle, l'ordinateur à la main. Ils regardèrent la vidéo ensemble. Ce n'est pas moi, dit-il. Ni Bryce. C'est qui, bon sang? Celui qui t'a piégé, répondit Imani. Bryce se pencha. On peut améliorer l'image. Peut-être voir une plaque, un visage, quelque chose. Regarde l'heure, ajouta Imani. 10 minutes après ton départ. Marcus, c'est notre preuve. Si c'est réel, répondit-il prudemment. Bien sûr que c'est réel. Ou c'est un piège, murmura Bryce. Qui a envoyé ça? Adresse bloquée. Aucun nom. Le visage de Marcus se durcit. Alors quelqu'un joue sur les deux tableaux. À minuit, la pluie revint, tapotant les vitres comme des doigts nerveux. Zara dormait, sa poupée serrée contre elle. Imani, assise à son chevet, lui caressait les cheveux d'une main tremblante. Elle murmura une prière, chose qu'elle n'avait pas faite depuis longtemps. S'il te plaît, que tout ça s'arrête. En bas, Marcus se tenait près de la cheminée, regardant les flammes. Bryce était rentré se reposer, promettant d'appeler une équipe de cybersécurité dès l'aube. Mais Marcus ne pouvait se défaire de l'impression d'être observé. Il se versa un verre, se tourna vers la fenêtre, et se figea. Au loin, à la limite du domaine, une silhouette bougeait dans l'obscurité. Qui est là? Lança-t-il. Pas de réponse. Il posa son verre et sortit, la nuit froide sifflant dans les arbres. Il s'avança sur le sentier de gravier vers la clôture, scrutant les ombres. Puis un bruit, des pas derrière lui. Il se retourna. Rien. Son téléphone vibra. Tu crois encore être le héros? Avant qu'il ne réponde, une voix s'éleva dans le noir. Tu m'as tout pris. Marcus se figea. Terence? Non. Une silhouette s'avança, faiblement éclairée par la lueur du téléphone. Belle. Ses yeux étaient fous, le maquillage coulant sur ses joues. Tu m'as humilié. Tu m'as jeté pour elle. Cria-t-elle. Belle, qu'est-ce que tu fais là? Elle leva la main, un petit pistolet argenté brillait dans la pluie. Règle ça, Marcus. Dis au monde que tu as menti. Dis-leur que c'est elle la menteuse, sinon. Pose l'arme, dit-il calmement, les mains levées. Je t'aimais. Sanglota-t-elle. Je sais, répondit-il doucement. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Derrière eux, des phares apparurent. La voiture de Bryce arrivait. Belle se retourna, aveuglée. Un coup partit. Le bruit déchira la nuit comme un tonnerre. Marcus recula, une tache rouge s'élargissant sur son épaule. Lâche l'arme, cria Bryce en courant. Belle hurla, la main tremblante, le pistolet tombant au sol. Je ne voulais pas. Oh mon Dieu, Marcus. Imani sortit du pavillon d'hôte en courant, pieds nus sous la pluie, criant son nom. Marcus s'effondra à genoux. Elle le rattrapa, le serrant contre elle, ses mains couvertes de sang. Reste avec moi, supplia-t-elle. Je t'en supplie, reste avec moi. Il leva les yeux vers elle, la pluie se mêlant au sang sur son visage. Je t'avais dit que je te protégerais. Puis il s'immobilisa. Les sirènes revinrent, plus fortes cette fois les vraies, pas des alertes. Mais Imani ne les entendait pas. Elle restait agenouillée sous la pluie, pleurant dans la tempête, murmurant son nom encore et encore, comme si la force de sa volonté pouvait le ramener. Et quelque part, au-delà du chaos, la ville d'Atlanta continuait de tourner,
inconsciente qu'une vie venait de se briser pour en sauver une autre. Les sirènes cousaient la nuit de bandes rouges et bleues. Imani prit place à l'avant de l'ambulance, une main posée sur le tableau de bord, l'autre plaquée contre sa bouche pour ne pas éclater en sanglots. Derrière elle, les secouristes s'agitaient autour de Marcus, dans une chorégraphie maîtrisée. Masque à oxygène, pansement compressif, perfusion, comptant ses respirations comme s'il pouvait négocier chacune d'elles. Entrée et sortie à l'épaule, dit le médecin. Pouls présent. Restez avec nous, monsieur Bennett. Imani ne cessait de murmurer les seuls mots auxquels elle pouvait se raccrocher. On veille l'un sur l'autre. On veille l'un sur l'autre. Ce mantra était un fil, et elle refusait qu'il casse. De retour au domaine, les gyrophares baignaient les magnolias d'une lumière crue. Belle était assise sur le trottoir, les mains menottées et tremblantes, le mascara coulant sur ses joues. C'était pas censé partir, sanglotait-elle face à la détective Rowe, accroupie, calme et ferme. Le regard de Rowe glissa du pistolet vers la scène. Mettez l'arme sous scellé. Notez la sécurité. Et prenez son téléphone. Elle ajouta au technicien, je veux tous ces messages depuis hier. À Grady Hospital, on poussa Marcus à travers des portes d'acier, sous des lumières éblouissantes. Imani suivit jusqu'au seuil, mais une infirmière leva la main. On vous tiendra informé, dit-elle. Vous ne pouvez pas entrer. Imani s'adossa au mur, sentant battre le cœur du bâtiment à travers le plâtre. Bryce surgit de nulle part, trempé, le téléphone crispé dans sa main. La chirurgie s'annonce bien, dit-il, essoufflé. Rowe est sur place. Tu vas bien? Imani hocha la tête, ce qui était faux, et s'essuya le visage du revers de la main. Et Belle? Détenue, répondit Rowe, déjà en train de remarquer quelque chose d'étrange sur l'arme. Ses yeux se tournèrent vers les portes battantes. On va le tirer d'affaire. Quelques instants plus tard, la détective revint, flanquée d'un technicien tenant un sac de preuves. L'arme est propre, dit-elle, les yeux plissés. Trop propre. La sécurité semble avoir été changée, et les empreintes ont été effacées même sur le chargeur. Elle se tourna vers son partenaire. Analyse son GPS. Si cette arme vient d'un autre lieu, je veux la trace. Bryce sortit une tablette et lança une vidéo floue. Le clip anonyme qu'Imani avait reçu la nuit où Terence avait disparu. On l'a amélioré, dit-il en avançant image par image. Dans un reflet de pare-choc, un écusson apparut argenté sur fond noir. Rowe se pencha. Morgan et Cole, murmura-t-elle. Le cabinet du père de Belle, confirma Bryce. Ce qui veut dire qu'au moins un de leurs véhicules était au motel la nuit où Terence a disparu. Le téléphone d'Imani vibra. Numéro masqué. Un nouvel email glissa dans sa boîte. Objet regarde encore. Les mains tremblantes, elle ouvrit la pièce jointe. La vidéo était plus sombre, filmée à travers une fente de porte, mais l'image frappa net. Terence, vivant, les poignets attachés à une chaise métallique, la bouche bâillonnée. Derrière lui, sur la tôle ondulée, un mur peint, tourbillon turquoise, pêche dorée, un mot pochoir Beltline. Je connais cette fresque, Alta Imani. C'est près du cours prénatal. Les box d'Iar derrière le bar à jus. Rangée C, celle avec la pêche, dit Rowe déjà en mouvement. On y va. Ils montèrent dans une voiture banalisée. Rowe au volant, Bryce donnant l'adresse à la radio. Atlanta se brouilla en un mélange de peur et de réflexe. Imani garda les mains sur son ventre, murmurant à son bébé pour se calmer. Tout va bien. Tout va bien. Ils arrivèrent dans l'allée, phares éteints. Le partenaire de Rowe glissa un coupe-boulon dans le cadenas, compta 3, 2, 1 et tira la porte. L'odeur arriva la première, métallique, rance. Puis la silhouette. Terence, clignant des yeux face à la lumière. Ne tirez pas, cria-t-il avant de reconnaître Imani. Il s'affaissa. Oh, bon sang. Rowe rengaina son arme. Tu es en vie. C'est un début. L'ambulance arrive. Le courage de Terence s'effondra avec l'adrénaline. Je ne savais pas. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Alors parle, dit Rowe d'une voix froide. Les mots déferlèrent. Leigh Vance, la fixeuse, l'avait payé pour vendre des photos de la clinique et réciter des textes pour des podcasts censés faire du bruit.
Miss Langford avait soufflé l'histoire du vol pour amorcer la manipulation, puis la rencontre au motel. Ils m'ont dit de rencontrer un type, prendre l'argent et garder la pression, marmonna Terence. Mais un autre est arrivé, en costume, très calme. Il m'a dit que je devais plus maintenant. Que l'histoire n'était pas finie tant que le sang n'avait pas coulé. Des noms, exigea Rowe. Terence déglutit, la sueur coulant dans sa barbe. Les paiements venaient d'une société écran, Brierstone Vendor. Mais les messages venaient d'un numéro lié à un fonds privé. Le contact m'a envoyé une photo de lui par erreur, on voyait une tour de bureau dans la vitre. Il a dit que son patron voulait des garanties. C'étaient les gens de Morgan, le père de Belle. Bryce soupira, entre soulagement et dégoût. Alors on a la chaîne complète, Vance, Langford, Morgan. Les secours couvrirent Terence d'une couverture et le hissèrent sur un brancard. Il attrapa le poignet d'Imani d'une main abîmée. « Je suis désolé. Pour tout. » Elle soutint son regard. « Dis la vérité. Toute la vérité. » Lorsqu'ils revinrent à Grady, la ville était déjà passée à une autre rumeur. Mais les téléviseurs de l'hôpital, eux, non. Dans la salle des familles de soins intensifs, une chaîne d'affaires diffusait un bandeau urgent. Morgan, Bennett doit se retirer. On voyait M. Morgan, impeccable, déclarant qu'il fallait une direction stable pour Bennett Lab, que sa famille partageait la peine du public et soutenait toute enquête légale. Bryce coupa le son. Il orchestre la fin de partie, dit-il. Où il essaie. Une infirmière toucha l'épaule d'Imani. Il est sorti de chirurgie, dit-elle. Les jambes d'Imani faillirent céder. Le docteur dit que les vaisseaux principaux n'ont pas été touchés. Il est sous sédation, mais stable. Ils traversèrent un couloir faiblement éclairé. Marcus reposait sous un halo de bip et de respiration, l'épaule bandée, le visage apaisé. Imani prit sa main, se pencha, laissant tomber quelques larmes sur le drap. Et, murmura-t-elle, tu te souviens de notre promesse, quand on était gosse. Tu poussais la balançoire et moi, je chantais. Elle fredonna doucement 4 notes. On veille l'un sur l'autre. Je suis là. Je ne bougerai pas. À la porte, Rowe parlait à voix basse. On va interpeller Vance ce soir. Langford ensuite. Et j'aurai besoin de vos témoignages sur les mets, le box, les liens avec le fonds Morgan. Imani ne quitta pas Marcus des yeux. Je dirai ce qui s'est passé. Tout. Rowe hocha la tête, consulta son téléphone. Un message s'afficha, le coin de sa bouche esquissa un sourire. Mandat de perquisition accordé pour Morgan et Cole. On va voir qui reste courageux quand les papiers parleront. Dans la vitre, la télévision muette montrait encore Morgan d'un côté, et le titre sec de l'autre. Le son était coupé, mais l'histoire, elle, criait fort. Pour la première fois, Imani ne broncha pas. Elle serra la main de Marcus et releva le menton. Qu'il parle, dit-elle. À lui, à la ville. On répondra. Au dehors, Atlanta respirait, les sirènes lointaines, la pluie séchant sur les rues. Dedans, le moniteur battait à un rythme régulier comme une fanfare retrouvant son tempo. Bryce glissa une chaise sous Imani et posa une bouteille d'eau près de son coude. « Repose-toi, dit-il. Demain, on combat intelligemment. » Demain, répondit-elle. Elle posa son front sur la main de Marcus et ferma les yeux. Le chant circulait en elle comme une lumière tiède. On veille l'un sur l'autre. Dans une autre pièce, les papiers s'empilaient. Au commissariat, une imprimante claquait, crachant des mandats. Dans le box de stockage, la porte battait encore sur une chaise froide. Et dans le bleu doux des soins intensifs, une famille qui ne savait pas encore ce mot « famille » l'apprenait malgré tout. Main dans la main, souffle après souffle, du bord de la nuit à celui du matin, ils tenaient bon jusqu'à ce que la lumière arrive. Au matin, l'hôpital ressemblait à un carrefour. Les étages vibraient du bourdonnement du café et des pas pressés. L'unité de soins intensifs murmurait encore de prières et de bips discrets. Marcus dormait, l'épaule enveloppée comme un drapeau blanc, la couleur revenant doucement à son visage. Imani était assise à côté, fredonnant la vieille promesse à voix basse, pendant que la ville, dehors, aiguisait ses couteaux. La détective Rowe entra à l'aube, les bras chargés de mandats, les yeux cernés par une nuit sans sommeil. « On bouge maintenant » dit-elle à Bryce dans le couloir.
Cible, Leia Vance, Madame Langford, et le noyau comptable de Morgan et Cole. Bryce hocha la tête. Je m'occupe du conseil, dit-il, avant de se tourner vers Imani. Tu me laisses la salle 10 minutes? Il désigna la tablette sur la table d'appoint. On marche droit dans la gueule du lion. Imani se leva, effleura le poignet de Marcus et sortit dans le couloir. À travers la vitre, elle pouvait encore le voir. Plus grand que les machines, plus doux qu'elle ne l'aurait permis. Elle calma sa respiration. « Reviens-nous » murmura-t-elle. « On est sur le point de gagner la partie qui fait mal. » Au siège de Bennett Lab, l'étage supérieur ressemblait à un théâtre déguisé en salle de réunion. Longue vitre, table encore plus longue, la ligne d'horizon tranchée en angle net. Monsieur Morgan présidait, calme comme un homme convaincu que la fin était déjà écrite. « Poursuivons » dit-il en frappant la table d'un coup de phalange. « Dans l'intérêt de la stabilité, je propose la suspension de Monsieur Bennett jusqu'à la résolution complète de sa situation domestique. » Un murmure parcourut la longueur du bois poli. Les portes s'ouvrirent. Bryce entra sans s'excuser, la tablette serrée comme une lame. « Avant de voter, dit-il, vous devriez voir de quelle main vient le désordre que vous prétendez nettoyer. » Il posa la tablette, projeta sur le mur. Diapositive 1, virement bancaire. Fonds discrétionnaire de la famille Morgan. Brierstone Vendor. L. Vance PR LLC. Retrait en liquide pour T. Davis et Monsieur Langford. Diapositive 2, image extraite de la vidéo du motel. Reflet sur pare-choc, emblème Morgan et Cole, arrogant et net. Diapositive 3, facture d'un opérateur de drone et d'un studio de retouche, livré à la même adresse que le bureau privé de Monsieur Morgan. Je peux envoyer des copies à vos avocats, dit Bryce d'un ton léger. Mais j'adore les projections collectives. Monsieur Morgan ne broncha pas. Des allégations bâties sur l'émotion et les rumeurs, répondit-il, glacé. L'ascenseur sonna. La détective re-entra, suivie de 2 agents en civil. Son insigne brilla pas comme une menace, mais comme un point final. « Bonjour » dit-elle calmement. Leia Vance est en garde à vue, surprise en train de détruire des preuves. Madame Langford est détenue au Bucket Grand. On vient d'y retrouver la bague volée d'un client sur son bureau. Elles parlent toutes les deux. Un silence suspendit la salle, lourd d'une seule respiration. Le plus vieux membre du conseil tout sauta. « Parle de quoi, exactement » Rowe planta son regard dans celui de Morgan. « De qui les a payés pour salir une mère sans abri, falsifier des médias, et piéger votre propre PDG dans un scandale rentable. » Une veine battit à la tempe de Monsieur Morgan. « C'est une absurdité. » Bryce déposa calmement une pile d'accords de confidentialité et de mets internes. Absurde est un mot. Traçable en est un autre. Le vote se fit dans un échange de regards. Le président hocha la tête, grave. Confiance réaffirmée. Monsieur Bennett reste PDG. Marcus relâcha ses épaules. Un mince sourire traversa ses lèvres. Merci, dit-il doucement. Mais excusez-moi, j'ai un endroit où je dois être. Le monde d'Imani se réduisit à des respirations et des chiffres. L'aile maternité brillait différemment de la réanimation. Lumineuse, mais pas crue. De l'espoir cousu dans chaque geste. Sur l'écran, ses contractions dessinaient des montagnes bleues. Elle serra les barres, ouvrit la bouche, laissa le son vibrer. Il n'y avait plus de place pour Sophia, seulement pour Malik à venir. Bryce apparut dans l'embrasure de la porte, casquette à la main, les cheveux fous et le sourire encore plus. Et, héroïne, dit-il doucement. Le conseil s'est levé. Morgan est tombé. Imani éclata d'un rire tremblant, mi-pleurs, mi-orage. Bien, souffla-t-elle. Dis-le à Marcus. Dis-lui toi-même, répondit une voix chaude derrière Bryce. Marcus était là, bras en écharpe, blouse nouée de travers sur un jogging, bracelet d'hôpital brillant comme une médaille. Il avait l'air ridicule et magnifique à la fois. Imani se mit à pleurer pour de bon. Absolument pas, protesta l'infirmière-chef derrière le comptoir. Marcus haussa les épaules. Mes constantes sont bonnes. Et ma fiancée est sur le point de faire de moi un père, dans tous les sens du mot. Imani cligna des yeux. Fiancée. Marcus s'approcha doucement, comme si elle était à la fois ouragan et sanctuaire. Il sortit de sa poche un petit anneau simple et brillant,
sans artifice. J'allais attendre le dîner, dit-il, la voix un peu rauque. Mais le dîner est surfait. Imani Walker, veux-tu m'épouser aujourd'hui, demain, aussi longtemps qu'il faudra? Une contraction la souleva, puissante. Et, malgré la douleur, elle rit. Oui, souffla-t-elle, trempée de larmes et de soulagement. Oui. Mais tiens-moi la main, sinon je retire tout. Il prit sa main. Ils respirèrent ensemble, comme à l'arrêt de bus, autrefois. Sauf que cette fois, le froid avait disparu, et l'avenir était chaud. Le travail fut à la fois long et fulgurant, compté en minutes qui ressemblaient à des kilomètres. Les infirmières guidaient, le médecin murmurait des mots lents, et la pièce devint un petit univers brûlant. Marcus fredonna les 4 notes, graves et régulières. Imani calait sa poussée sur le rythme, sur le souffle, sur le souvenir d'une balançoire et d'une promesse sous un chêne. Puis le monde bascula et se remit au point. Un cri jaillit mince, furieux, parfait. Le médecin posa sur sa poitrine un petit garçon chaud et vivant, les poings serrés comme s'il avait déjà une opinion sur le destin. « Salut, Malik » murmura-t-elle, le nom tombant comme une couronne. « Tu y es arrivé. » Marcus pleurait sans honte, le front contre le sien, son bras blessé heurtant la rambarde. « Il est magnifique, dit-il, la voix cassée sur l'évidence. » L'infirmière sourit. 10 doigts, 10 orteils, plus de cheveux que vous deux réunis. Imani rit faiblement. Ça, c'est de mon côté. Ils comptèrent les respirations ensemble. Quelqu'un coupa le cordon. Quelqu'un essuya les larmes. Les papiers apparurent, disparurent. La pièce devint une chapelle où l'air lui-même avait cédé la place à la gratitude. Un coup frappé à la porte. La détective re-entra, plus douce qu'elle ne l'avait jamais été. « Je déteste interrompre, dit-elle en souriant, mais vous aimerez savoir que Leia parle. Langford aussi. Les mandats sont signés. Etagem Morgan a rendez-vous avec un juge. » Marcus hocha la tête, les yeux rivés sur Malik. « Merci, dit-il, voulant dire 1000 choses à la fois. » Ro observa la scène, Imani, le bébé, Marcus penché autour d'eux comme une réponse à une longue question. « Je repasserai demain, dit-elle. Ce soir vous appartient. » Elle sortit. Bryce entra juste assez longtemps pour serrer l'épaule valide de Marcus et déposer un baiser fraternel sur la tête d'Imani. « J'amènerai Hara demain, promit-il. Elle est avec grand-mère Ruth, en train de choisir sa robe de grande sœur. Y a des paillettes. Vous êtes prévenus. » Imani sourit si fort que ça lui fit mal. « Préviens l'hôpital. » Quand la pièce retrouva le silence, Marcus embrassa les doigts d'Imani et regarda le garçon, arrivé exactement quand il l'avait voulu. « Bienvenue chez toi, Malik, dit-il. On l'a construit pour toi. » Imani reposa la tête, ferma les yeux, laissant le rythme de 2 cœurs, le sien et celui de Malik, remplir l'espace où la douleur avait vécu. Marcus fredonna à nouveau le vieux chant, et cette fois, elle murmura les mots avec lui. « On veille l'un sur l'autre, dirent-ils ensemble. Pas de public, pas de titre. Juste la vérité. » Dehors, la tempête s'éloignait enfin pour troubler un autre horizon. Dedans, une famille apprenait la forme de son nouveau nom. Et la ville, celle-là même qui avait voulu les briser, semblait pour un instant devenir un lieu où les promesses pouvaient tenir debout en plein jour sans trembler. Le matin entra par la fenêtre de la maternité en longue bande d'ormiel. Les machines fredonnaient doucement. Le monde, pour une fois, ne demandait rien de bruyant. Imani était à moitié allongé, le petit Malik endormi contre sa poitrine, chaud, doux comme le lait, son souffle une plume sur sa peau. Marcus était assis à côté du lit, le bras en écharpe, mal rasé, incroyablement heureux. Quand on frappa à la porte, il se leva un peu trop vite, et la pièce sembla encore plus lumineuse. Grand-mère Ruth entra, suivie de Bryce et de Zara, virevoltant dans sa robe pailletée de grande sœur. « Laisse-moi le voir, maman » chuchota Hara avec la révérence d'une choriste. Imani se pencha, et Zara déposa un baiser précis sur le front de Malik. « Salut, petit roi, dit-elle. Je suis ta grande aide. » Grand-mère Ruth posa ses paumes sur les joues d'Imani et de Marcus, les yeux brillants. « Dieu garde toujours ses reçus, murmura-t-elle. Il vous a ramené à bon port. » Une infirmière passa la tête avec une télécommande. « Vous voudrez peut-être regarder ça. » Elle alluma l'écran à faible volume. La voix d'un présentateur déroula doucement les nouvelles.
Flash spécial, Leia Vance plaide coupable et coopère avec les enquêteurs. Madame Langford est en détention. Des responsables financiers cités dans le complot. Les images montrèrent M. Morgan escorté devant les caméras, mâchoire serrée derrière des lunettes de soleil. Une autre vignette afficha Belle, le visage pâle, lisant une déclaration préparée. Je suis profondément désolé pour mon rôle et pour le mal que j'ai causé. J'ai été manipulé et en colère, et rien de cela n'excuse mes actes. Je coopérerai pleinement et accepterai les conséquences. Imani regarda sans triompher. J'espère qu'elle trouvera un meilleur chemin, dit-elle. Marcus hocha la tête, silencieux. L'inspectrice repassa 1 heure plus tard, avec de douces félicitations et des documents bien plus durs. Vance et Langford ont signé leurs aveux, dit-elle. L'audience de Morgan est cet après-midi. Votre téléphone n'arrête pas de vibrer, alors j'ai fait écran. Prenez la journée. On s'occupe du reste. Ils prirent la journée. Ils comptèrent 2 fois les doigts de Malik, se disputèrent gentiment pour savoir s'il bâillait comme Marcus, et dormirent par bribes. Le corps d'Imani réapprenant à être un foyer, Marcus apprenant à en être un. 2 jours plus tard, l'hôpital les relâcha dans la lumière et les flashs des caméras, qui n'avaient plus d'importance. À la maison, une pancarte écrite à la main pendait au-dessus de la porte de la dépendance. Bienvenue, Malik Ar-signé Hara. Des étoiles partout. Dans la cuisine, Imani trouva un dossier laissé par Bryce sur le comptoir. Projet de charte du Fonds pour la justice des travailleurs domestiques. À l'intérieur, ses propres mots retranscrits d'une conversation nocturne. La dignité, c'est quelque chose qu'on peut offrir à quelqu'un. Un bouclier aussi. Construisons-le, dit Marcus en lisant par-dessus son épaule. Seulement si on commence là où ça a fait mal, répondit Imani. À l'hôtel. Ils retournèrent au Bucket Grand, sans colère, mais avec des témoins. Le directeur général les reçut dans la mezzanine, les mains jointes, l'air propre et citronné. Madame Walker, dit-il, au nom de cet hôtel, il chercha ses mots, nous sommes désolés. Vous avez été lésés ici. Il signa un chèque de salaire dû et de dommages, ainsi qu'un engagement de formation du personnel dirigé par une coalition de travailleurs. Le bureau à moitié vidé de Madame Langford resta fermé, symbole d'une porte qui n'aurait jamais dû s'ouvrir. Un journaliste les interpella à la sortie. Madame Walker, allez-vous accepter un rôle public avec l'hôtel? Non, répondit-elle. On construit mieux qu'une tournée d'excuses. On construit un fond et une voie pour que la prochaine femme ne soit pas seule à un arrêt de bus. Chez Bennett Lab, Marcus signa une note de service dans l'atrium lumineux, pendant que les ingénieurs applaudissaient depuis les balcons. Aide au logement d'urgence pour les employés en crise. Aide juridique sur appel. Temps payé pour bénévolat en refuge. Il ne fut pas triomphaliste. Toujours en écharpe, il dit calmement. Ce n'est pas de la philanthropie. C'est de la responsabilité. Le mariage. Quand il arriva, ce fut comme un souffle qu'on retenait depuis trop longtemps. Un jardin rempli de magnolias, un chêne décoré de rubans, des chaises modestes sur la pelouse. Pas de presse, pas de cristal. Grand-mère Ruth bénit les alliances chauffées dans les paumes. Bryce fit la lecture et pleura dans sa cravate à mi-chemin. Zara, sérieuse dans sa robe à paillettes, lança les pétales comme des promesses. Marcus et Imani se tinrent dans la lumière et se choisirent sans spectacle. « Ta main » demanda Marcus. « Toujours » répondit Imani. Le vieux chant monta dans les accords de guitare, souvenir devenu musique. Ils s'embrassèrent, et les petits applaudissements devinrent grands. Après le gâteau et les rires, un coursier arriva avec une enveloppe du tribunal. Demande d'adoption par le beau-parent de Malik Bennett Walker déposée. Demande de tutelle temporaire pour Zara, en attente d'une adoption similaire. Le juge y notait l'absence de père légal au dossier et la stabilité manifeste du foyer actuel. Imani fixa les signatures. Elles sont à nous, chuchota-t-elle, non pas par possession, mais par appartenance. Marcus l'embrassa sur la tête. Nous l'étions bien avant le papier. L'audience de Terence. Elle eut lieu la semaine suivante, sous les néons d'un tribunal saturé d'air brut. Terence semblait plus petit que ses épaules. Quand le juge offrit à Imani la parole, elle s'avança avec Malik endormi en écharpe et Zara lui tenant la main. « Je veux que la cour entende 2 vérités, dit-elle. Ce qu'il a fait était une violence. Et il reste un être humain.
Sa voix ne trembla pas. Je demande une responsabilité qui enseigne, réhabilitation obligatoire, formation professionnelle et assez de temps pour faire un autre choix la prochaine fois. Le juge l'observa longuement, puis prononça une peine qui ressemblait à la fois à une attente et à une ouverture. Peine réduite, programme obligatoire, crédit de coopération. En sortant, Terence croisa le regard d'Imani. Elle lui offrit un léger signe de tête, pas une porte, juste une reconnaissance humaine dans un lieu qui les oublie souvent. L'été. L'été arriva enfin, chaud et clair. Le fonds pour la justice des travailleurs domestiques fut lancé dans une salle communautaire aux chaises pliantes et aux punches rouges. Une frise murale retraçait l'histoire, du licenciement à la solidarité. Bennett Lab finança la première année d'un seul trait. Le Bucket Grand finança le projet pilote de formation. Imani parla 7 minutes. Pas de larmes. Pas de mise en scène. Si vous étiez invisible hier, venez écrire votre nom ici. On vous voit. Ils coupèrent un ruban dans le West End, devant un immeuble rénové en briques. La maison Ruth et Alta, du nom de leur grand-mère. Une mère de jumeaux emménagea le jour même. Un petit garçon trouva le piano de la salle de jeu et tapa dessus joyeusement, jusqu'à ce qu'on lui apprenne les 4 notes. Belle vint à l'inauguration, robe simple, badge de service communautaire au cou. Elle attendit près de la table de limonade, puis s'approcha les mains ouvertes. « Je suis désolée, dit-elle simplement. Il me faudra longtemps pour réparer les parts de moi qui ont brisé les autres. J'ai commencé. Imani hocha la tête. Marcus répondit. Ça compte. Ils prirent une photo ensemble, pour eux seuls, sans la publier nulle part. Et après, les adoptions furent finalisées des mois plus tard, dans un bureau de juge décoré de jouets. Malik dormit tout du long. Zara demanda si un nouveau nom voulait dire un nouvel anniversaire. Le juge rit. Non, mais vous aurez plus de gâteaux. Dehors, ils prirent une photo, 4 visages fondus dans la joie, un flou de mains, de dents et d'avenir. Un samedi qui ressemblait exactement à celui qu'ils avaient toujours espéré. De retour au West End Park, les balançoires avaient été repeintes par des bénévoles. L'épicerie du coin tenait encore debout, toujours pleine de sodas raisins et de ragots. Marcus poussait Zara. Plus haut, criait-elle sans peur. Imani berçait Malik sous le chêne, la lumière dansant sur ses joues. Bryce arriva en retard avec des glaces. Grand-mère Ruth apporta une tarte et des conseils à quiconque voulait bien les entendre. Écoutez, dit Imani. Le vent se leva. Plus loin, une radio cousait du vieux R&B à un refrain nouveau. Marcus fredonna le chant. Zara le rejoignit, puis Imani, puis même Bryce, dans une tonalité qui n'existait pas mais qui sonnait juste. Les 4 notes traversèrent les balançoires, les boutiques, les gros titres et les couloirs. Le son d'une promesse qui avait appris à tenir debout. On veille les uns sur les autres, dit Imani. Marcus hocha la tête, les yeux tournés vers les 3 personnes qui avaient redéfini sa richesse. Tous les jours, cria Hara en se balançant vers le soleil. Derrière eux, le panneau du refuge scintillait. À l'autre bout de la ville, une classe d'hôtel apprenait quoi ne pas faire, et surtout qui être. Dans l'atrium d'un labo, une note interne annonçait la 100e aide discrète offerte à quelqu'un qui avait juste besoin d'une porte ouverte. Et dans ce petit carré d'après-midi, rien n'était sombre. Tout était clair, ordinaire et juste. Le grincement des chaînes, le soupir d'un bébé, une promesse qui n'avait plus besoin de témoins. Ils avaient écrit la fin ensemble. Et elle sonnait comme un foyer. Voici la fin de l'histoire. Si j'ai pu illuminer ta journée, écris en commentaire. Tu as illuminé ma journée.